c'est bon, oui. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Merci d'être présent pour un sujet, je pense que même sur Mars, on en parle. On trouvait ça pertinent de vous offrir cette opportunité-là. On est choyé au Cégep de Jonquière, on est choyé pour plein de raisons, mais on est choyé d'avoir deux personnes qui sont drôlement efficaces, compétentes quand on parle de ce conflit-là, notamment entre la Russie et l'Ukraine, de la guerre qui a été provoquée là-bas. Éric et Pierre ont accepté l'invitation. Je ne sais pas si on peut appeler ça une conférence, un atelier, un échange, mais l'idée est vraiment d'y aller en mode échange. Il y a une partie qui va être faite par Éric, une autre partie par Pierre, et habilement animée par Marc-Antoine, un étudiant de troisième année à l'École supérieure en arts et technologies des médias, qu'on remercie de faire ça pro bono, n'est-ce pas? Et j'ai des remerciements, nécessairement, j'en ai à faire à Maxime Honoria, qui est là toujours aussi fidèle à la console, à Jackie et ses étudiants qui vont capter la rencontre de ce midi. Il y a un montage vidéo qui va être fait sur la rencontre, et un lien vous sera acheminé par la suite où vous pourrez le regarder au moment où vous plaira ou le référer tout simplement. Et à ce lien-là va être ajouté un autre lien. Si vous voulez faire des dons, je pense que c'est à la Croix-Rouge là, pour spécifiquement ce conflit-là. Clairement, on a besoin d'aide pour les gens qui, malheureusement, doivent composer avec cette situation-là. Donc, comme je le disais, merci beaucoup d'être là. Merci, messieurs, d'avoir accepté le défi, qui n'est pas très costaud pour vous, mais je pense que ça va être excessivement éclairant. On en profite tous, puis de savoir tout le monde mieux un peu plus de quoi il en retourne et comment comprendre cette malheureuse situation-là, ben, c'est une bonne idée. Présentation, et ne vous gênez pas pour poser des questions, on est là pour ça. C'est rassurant parce que c'est pas moi qui réponds. Fait que vous allez être correct dans la suite. Donc, je pense que c'est à toi, Marc-Antoine. Merci. Bonne séance. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Je me présente rapidement. Là, M. Thibault l'a fait aussi. Marc-Antoine Lemoignan, je suis finissant en journalisme, donc en arts et technologies des médias. Donc, aujourd'hui, séance d'information, comme M. Thibault l'a dit, donc sur le conflit qui préoccupe, qui pose beaucoup de questions, qui suscite énormément d'interrogations. J'imagine que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes ici. Et j'ai la chance d'être avec deux excellents panélistes aujourd'hui. Je vous les présente très rapidement. Monsieur Éric Arsenault, qui est donc enseignant en arts et technologies des médias. Lui se penche donc sur des aspects, des enjeux internationaux. Donc, aujourd'hui, il va nous parler donc de l'information et de la désinformation liée à ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et à ma gauche, donc, Pierre Turcotte, enseignant en sciences politiques, a pu notamment voyager là, dans plusieurs pays dans le monde, notamment la Russie et l'Ukraine. On va pouvoir l'entendre dans sa courte présentation. Lui, donc, va nous mettre un peu en perspective donc, ce conflit historique, ce conflit qui fait rage depuis plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs millénaires. Hein, on peut pas millénaires, mais plusieurs centenaires peut-être. Ouais. C'est peut-être le mot un peu plus approprié. Alors, messieurs, je vous laisse la parole. On va commencer par Pierre, si tu le veux bien. Oui, je veux bien. Bon, premièrement, je veux, en toute humilité, là, ce qu'on fait aujourd'hui, il y a des choses qu'on va vous expliquer que vous savez peut-être déjà, mais que je prends le temps de réexpliquer pour ceux qui ne le savent pas. Hein. Soyez diligents à cet égard-là. Moi, j'ai vécu en Pologne quelques années, quelques mois plus tôt. Donc, je connais beaucoup la culture slave. C'était fascinant pour moi de me pencher là-dessus. Je suis allé en Ukraine pendant 5 semaines en 2007. J'étais encore à Moscou en 2019. C'est une partie du monde que j'adore. Je mange la culture slave. Et là, j'étais un peu sous le choc de tout ça. J'ai des amis à Moscou où c'est de plus en plus difficile de discuter parce que maintenant, on ne peut pas dire n'importe quoi. Les téléphones sont fouillés, l'information est contenue. Là, Éric reviendra plus sur l'information tantôt. J'ai des amis aussi en Ukraine. Hein, il y a 10 jours, mon ami, que je nomme pas là, par principe, me disait « Je vais porter ma femme et mes enfants chez mon père dans les Carpates et après, je m'en vais me battre. » J'ai eu des nouvelles hier, donc il n'est pas mort, mais c'est toujours un peu stressant tout ça. Je suis aussi en contact avec un journaliste géorgien qui habite en Arménie, qui me donne beaucoup d'infos. Maintenant, il y a des infos que je ne suis pas toujours capable de valider parce qu'en ce moment, ça arrive au compte-gouttes. Il y a beaucoup d'informations. En fait, ça n'arrive pas au compte-gouttes. Il y a beaucoup d'informations, mais avant qu'on puisse les valider, des fois, c'est un peu plus complexe.
Donc, c'est ça. Moi, quand j'ai étudié, à la fin de mes études, je suis devenu un spécialiste de la guerre froide. Et quelques mois plus tard, la guerre froide s'est terminée. Donc, je suis devenu un spécialiste de rien. Mais c'est pas grave. On va tenter, en fait, d'expliquer tout ça. Là, je me lève debout, je suis pas capable de parler assis, j'ai bien de la misère. OK. Donc, on va essayer de comprendre l'idéologie aussi derrière tout ça. Hein, parce que même si jamais il n'y a rien qui va justifier une intervention armée, de tuer des gens, de bombarder des hôpitaux, etc., il y a quand même des raisons idéologiques derrière la position russe qu'on va tenter d'expliquer et non pas de justifier. Il faut remonter, en fait, idéologiquement, on peut remonter jusqu'au 15e siècle là, pour parler d'un concept en politique qui s'appelle le panisme et qu'on va développer ici en parlant de panslavisme ou de panslavie, un concept qui nous dit que des puissances veulent regrouper culturellement des gens de même culture. C'est ce que Adolf Hitler avait fait, on parlait de pan-germanisme à l'époque, durant les années 30, lorsqu'il est allé chercher les Sudètes, le corridor de Danzig, l'Anschluss pour l'Autriche. Donc, c'est la même idéologie qui dit, à quelque part, que la Russie, c'est la mère des peuples slaves. Et elle doit protéger les peuples slaves et les englober dans un empire. Quand on parle de la Grande Russie, cette espèce d'idée romantique que la Russie était une puissance hégémonique, et ça a été le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous allez voir dans mon analyse que ça a une grande importance parce que ça pourrait expliquer, entre autres, pourquoi M. Poutine n'a pas tellement l'air sain d'esprit avec ses actions en ce moment. Donc, l'idée, hein, ça a été le cas tout le temps. Là, vous pouvez même aller voir en ce moment, là, en Serbie, par exemple, les Serbes, qui sont un peuple slave, qui ont toujours été très proches des Russes. D'ailleurs, les Russes ont été de notre bord lors de la Première Guerre mondiale parce que les Serbes étaient du côté de notre bord, si vous voulez. Aujourd'hui, en Serbie, bien, même si le gouvernement va dénoncer l'invasion de l'Ukraine, la majorité de la population serbe supporte Vladimir Poutine. Et ça, c'est des effets du panslavisme, de dire, moi, ma culture slave, je veux la protéger. Et là, la culture slave, il y en a partout, de la Pologne aux pays baltes. C'est mélangé. Certains ils vont utiliser le slavone, ou ce qu'on va plus communément appeler le cyrillique, donc l'alphabet russe, qu'on retrouve encore d'ailleurs en Bulgarie, en Serbie, en Ukraine aussi. Il faut savoir que les Ukrainiens, ce sont un peuple slave, donc ce sont des frères. Hein? C'est un peu comme, c'est ça, comme une bataille. Vous avez ceux qui ont des frères et sœurs, là, vos belles batailles que vous avez eues plus jeunes, c'est ça. Je vais demander maintenant à Maxime de mettre ouais, ça, je pense qu'on peut faire ça. Là, on voit ça et on entend souvent parler, c'est la Russie envahit l'Ukraine et on va nous parler de la position de l'OTAN. Pour plusieurs personnes, c'est un conflit non pas entre la Russie et l'Ukraine, mais davantage entre la Russie et l'Occident, qui est représenté par l'OTAN. Je vais vous prendre le temps d'expliquer ce qu'est l'OTAN pour ceux qui ne le savent pas. C'est important parce que c'est essentiel dans ce qui se passe en ce moment. L'OTAN a été créée en 1949 suite à la Deuxième Guerre mondiale. La guerre froide était déjà commencée entre le bloc de l'Est, le bloc soviétique, les régimes dictatoriaux dits communistes, là, même s'il n'y avait rien de communiste, et ce qu'on va appeler l'Occident, hein, même si, c'est peut-être un peu prétentieux. Donc, à partir de 1949, on va créer l'OTAN, ou NATO en anglais, qui est l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui va regrouper, entre autres, les pays, donc Canada, États-Unis, mais Royaume-Uni, la France, donc tous les pays à l'Ouest, pour se dire, nous, on va se protéger entre nous face à le possible envahissement, en fait, de nos terres par l'Union soviétique à l'époque. Bon, c'est jamais arrivé, mais on avait peur de ça, on disait, on va se protéger entre nous. Bien, du côté soviétique, leur zone d'influence était l'Europe de l'Est. On s'était séparés à Yalta en 1944, l'Europe. Donc, tout ce qui était à l'Est, ici, là, était là. Donc, on peut parler de la Roumanie, de la Bulgarie. Les pays-là faisaient partie de l'URSS à l'époque. Eux ont créé ce qu'on appelle le pacte de Varsovie, qui était aussi une entente militaire qui dit on va se protéger. En fait, c'était la même chose que l'OTAN, et on était face à face, et il n'y a rien qui bougeait, ce qu'on appelait le rideau de fer, la guerre froide. Donc, une guerre d'influence où on n'aura pas de confrontation directe, mais toujours on va passer par d'autres pays. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est les Ukrainiens qui payent, mais c'est clairement une guerre entre l'Occident et la Russie. Lors de la chute de l'URSS en 1991, le pacte de Varsovie va tomber. Et la promesse que l'OTAN va faire à l'Union soviétique, c'est qu'il n'y aura pas d'expansion de l'OTAN, donc de ce traité militaire, dans les anciens satellites soviétiques, donc ce qu'on appelle communément l'Europe de l'Est. Eh bien, on a menti. Parce qu'aujourd'hui, les pays baltes, la Pologne,
la Roumanie, Hongrie font partie de l'OTAN. Donc, on a menti. Et là, si l'Ukraine embarque dans l'OTAN, bien là, c'est aux portes de la Russie qu'il y aura un ennemi potentiel, si vous voulez. Est-ce que vous penseriez que... pensez juste à comment les Américains ont réagi après la révolution cubaine, où il y avait un régime communiste à quelques pas. Ben, on a tenté de défaire ce régime-là avec l'invasion de la baie des Cochons qui a manqué, etc. On sait la crise des missiles de 62. Bref, on ne reviendra pas là-dessus, mais pour vous dire qu'il y a une grande incidence, il y a eu une trahison à ce niveau-là pour les Soviétiques. Et, ils ont techniquement peur là, de l'OTAN, mais on va voir que le régime, en fait, sur place aussi a changé. Ça nous fait penser aussi à l'ONU. L'ONU qui est un peu ce qu'on pourrait appeler notre gouvernement mondial, même s'il n'y a à peu près aucune efficacité. On a une efficacité un peu sur le terrain avec des programmes comme l'UNESCO ou ailleurs, mais au niveau, entre autres, du Conseil de sécurité, il n'y a pas d'efficacité. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 membres permanents au Conseil de sécurité. Ces 5 membres-là, ce sont les gagnants de la Deuxième Guerre mondiale et chacun des membres a un droit de veto. Donc, on peut à tout moment, même si tout le monde est d'accord, dire « bien, ça ne passera pas parce que moi, je mets mon droit de veto ». Et ça l'a bloqué toutes les pourparlers, peu importe les sujets, à l'exception de la Première Guerre d'Irak de 90-91, pour faire des interventions ciblées de manière globale. Maintenant, si on n'avait pas donné un droit de veto à ces pays-là, jamais ces pays-là ne seraient entrés dans l'OTAN. Imaginez les États-Unis qui embarquent dans l'OTAN et qui savent que s'ils n'ont pas de droit de veto, on peut leur imposer des choses, ça ne fonctionnerait pas. OK? Ça aussi, pour moi, c'est important d'en parler. Maintenant, sur le terrain, il y a 10 jours encore, là, ou même, mettons, 6 mois, là, la Russie était ce qu'on va appeler une dictature autoritaire. Une dictature autoritaire, c'est un peu pervers parce que, techniquement, c'est un régime démocratique. Il y a des élections en Russie. Mais, tranquillement, on se rappellera d'ailleurs qu'Hitler avait été élu aussi démocratiquement, mais tranquillement, on va utiliser le régime démocratique pour asseoir le pouvoir politique et s'assurer que les gens, en fait, ne contestent pas le régime. Ce n'est pas un régime totalitaire. Ce n'est pas une dictature classique. Quand tu es allé à Moscou, il y a encore 1 an de ça, ben, le monde vit, vont au restaurant, font la fête, ont des autos. Il n'y a pas de problème, tant que tu ne touches pas aux politiques. Parce qu'à Moscou, je veux dire, l'armée est partout. C'est une ville hyper sécuritaire. Là. Je veux dire, tu rentres d'une librairie, il y a un détecteur de métal. Maintenant, tu n'as pas le goût de parler de politique. Et c'est ça que les gens là-bas nous disent. C'est notre vie, elle est simple, on a une belle vie, mais on ne peut pas parler de politique, on ne peut pas s'investir en politique. Pensez à Navalny, en fait, qui a voulu confronter Poutine. Bon, ils ont tenté de l'empoisonner, ils l'ont enfermé sur des fausses allégations, etc. Donc, c'est ce type de régime-là. Maintenant, ce qu'on voit, puis Éric va le traiter tantôt, c'est que là, on voit qu'on est en train de toucher à l'espace médiatique. Ça fait longtemps qu'on y touche, mais maintenant, il n'y a plus on n'a plus accès à l'information, et l'information est manipulée par le Kremlin, et ça, c'est un régime totalitaire. Quand on touche à l'information, à comment tu dois penser, là, on s'en va beaucoup plus vers ce qu'on appelle le totalitarisme. Il y a un contexte, là, en fait, j'explique le contexte, on répondra aux questions tantôt. Là. Le contexte aussi, il faut savoir, je prendrai la deuxième carte, s'il te plaît. On a l'Ukraine qui est ici, OK? Il faut savoir que l'Ukraine, c'est des frères slaves et techniquement, elle faisait partie de l'Union soviétique, avec le Bélarus, les pays baltes, et tous les stands d'Asie centrale et aussi ici dans le Caucase, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. Et qu'à la mort de Staline en 1953, l'année suivante, Khrouchtchev va offrir à nos frères slaves une partie de la Russie qui s'appelle la Crimée, qui est la péninsule ici en bas, et qui est d'une importance capitale pour la Russie. Pourquoi? On peut remonter 1000 ans en arrière. La plus grosse problématique de relations extérieures pour la Russie, c'est d'avoir accès aux mers chaudes. Donc, d'avoir accès à la Méditerranée. Mais dans la Méditerranée, là, le seul passage, c'est via le Bosphore, via la Turquie. Donc, dans la mer Noire, à Simferopol, ici en Crimée, il y a la plus grosse base militaire à l'ouest pour les Russes. Donc, c'est hyper important au niveau stratégique. Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils voulaient absolument récupérer l'Ukraine, la Crimée, parce qu'en plus, ils l'avaient donnée à l'époque quand l'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique. Donc, ça aussi, c'est important à comprendre. Et en plus, c'est quand tu vas en Crimée, je suis allé en Crimée en 2007, l'esprit est vraiment différent. Il y a beaucoup de gens qui sont pro-russes.
À l'époque, quand on a d'ailleurs permis à la Russie d'entrer là, bien, c'était une demande. Hein. Il y avait des soldats russes déguisés avec des faux habits de soldats, là, en fait, pour pouvoir prendre cette partie-là. Et on oublie, hein, mais la Crimée appartenait historiquement au peuple tatar, qui n'existe à peu près plus là, dans ces zones-là. Autre chose à savoir, c'est que dans les zones séparatistes, OK? Les zones séparatistes Donbass, Luhansk, il faut voir ça un peu comme des groupes indépendantistes, un peu comme ceux qui sont pour l'indépendance du Québec. Pas de la même manière, vous allez me dire. Ici, on ne serait pas prêt à prendre les armes. Ici, on a une culture démocratique. Donc, on veut régler les choses en se parlant, en utilisant les urnes. Il faut comprendre que les Slaves vivent sous des dictatures depuis à peu près 1000 ans à travers les tsars de Ivan le Terrible, Pierre le Grand, Catherine de Russie, remontés autant que vous voulez, Nicolas II. Ce sont des régimes autoritaires. Donc, eux, ils ont été habitués à régler leurs problèmes, leurs conflits, de manière beaucoup plus violente, en utilisant les armes. Donc, ces mouvements séparatistes-là ne représentent pas l'ensemble des gens qui sont sur ces territoires, mais il y a une grande mouvance séparatiste. Et oui, il y a eu des exactions, et oui, il y a eu des groupes d'extrême droite, néo-nazis, qui ont fait des exactions contre des Russes. Mais il faut comprendre là, que ces groupes-là sont suivis par moins de 3-4 % de la population. Là. C'est comme si on donnait de l'importance à Maxime Bernier. Ouais, quoi? C'est drôle? Autre chose, là, je vais beaucoup parler des Russes, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que je ne parle pas des Russes, je parle du gouvernement russe, donc du Kremlin, qui est de plus en plus esselé. Les dernières nouvelles que j'ai sues au niveau de Moscou, en fait, c'est que toute la place rouge est fermée, l'armée est présente, tout le monde sont enfermés à l'intérieur du Kremlin. Mais il faut savoir que le Kremlin, c'est à peu près grand comme le lac Saint-Jean. Là. Non, mais c'est gigantesque. Là. Il y a 7 églises à l'intérieur du Kremlin, juste pour vous dire. Là. Donc, juste pour dire, il ne faut pas commencer à faire de la russophobie. Là, ou Oui. Tu as une question? Oui, donc, ce que je veux dire par là, mais c'est parce que là, on leur donne une immense importance parce qu'on dit on va aller dénazifier l'Ukraine. Bon, c'est complètement faux. En plus, Zelensky est d'origine juive. C'est un peu absurde, en fait, comme principe. Donc, ça, j'en ai parlé, Donbass, Luhansk. Et il faut comprendre aussi que l'Union européenne, qui s'est créée, est une union économique. Quand on analyse en politique les facteurs de puissance, historiquement, les facteurs de puissance, c'était beaucoup le militaire. Hein? Un homme égale un fusil. Mais ça fait longtemps que tout ça a changé. Maintenant, il y a plein de facteurs de puissance, entre autres l'économie, la culture, etc. L'Europe est premier à peu près partout dans les facteurs de puissance, sauf un, et c'est le facteur militaire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont toujours appuyés sur les accords de l'OTAN pour dire, nous, si on a besoin de se faire défendre, on a l'OTAN, on a les États-Unis derrière nous. Et ça aussi, ça a une incidence. Ce qui fait que, en ce moment, la riposte seulement des Européens, ça peut difficilement fonctionner. Donc, ils ont absolument besoin des États-Unis et ça met un poids gigantesque sur les États-Unis. Et je le sais, là, vous voyez les images, vous dites pourquoi on ne fait rien? Pourquoi on ne va pas, nous non plus, envahir, amener l'armée puis tasser ces gens-là de là? Ça, c'est une déclaration de guerre. En ce moment, si on remonte à il y a 10 jours, tous les spécialistes de la région, de la question, en fait, sur cette région-là, vous auraient dit il n'y aura pas d'invasion en Ukraine. Il n'y a pas d'argument pragmatique. Il n'y a pas de raison. La Russie va se retrouver esselée tout seul. Économiquement, ça va être l'enfer. Et ils l'ont fait quand même. Fait que la menace nucléaire, on a beau penser qu'il n'y a pas de raison pragmatique de l'utiliser, elle reste présente. Et il faut comprendre que la Russie, c'est la fin d'un empire. C'est la fin d'un grand empire parce que quand on regarde tous les facteurs de puissance, la Russie est encore importante au niveau militaire, mais tous les autres facteurs, ils sont en train de perdre beaucoup de leur influence à travers le monde. Quand un pays perd son influence à travers le monde, en général, lorsque c'est une démocratie, ils vont essayer de faire des réformes pour essayer de regagner leur influence dans le monde. Lorsque c'est des dictatures, ils vont essayer de maintenir le régime en place avec la violence, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est ça. Blablabla. Bon, le contexte sécuritaire, on en a parlé. Hein, la Russie, c'est le pays qui possède le plus d'ogives nucléaires dans le monde. Il y a un danger réel. Maintenant, quel sera-t-il? Je ne veux pas m'avancer là-dessus parce qu'on ne le sait pas. Tout peut changer extrêmement rapidement. Ce qu'on voit, ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a une crise de réfugiés. Plus déjà de 2 millions d'Ukrainiens ont quitté l'Ukraine.
Et il y a beaucoup d'exactions, de crimes de guerre. On utilise aussi des armes prohibées, comme des missiles à sous-munitions ou des bombes, des vacuum bombes. Là, je ne sais pas c'est quoi le terme, là. C'est barométrique. Oui, c'est ça, mais ça a un nom. Là. Excusez, là, je ne me rappelle pas de tout. Maintenant, pourquoi Poutine a décidé d'envahir comme ça? Bonne question. En fait, Vladimir, en ce moment, il s'est enlisé en Ukraine. Quand on bombarde les villes, c'est parce que ça n'avance pas. Bombarder, ça ne sert à rien. On est en train de tout détruire, oui, ça fait peur, oui, mais on n'est pas en train de gagner du terrain. On est en train de détruire du terrain. Et là, il est en train de s'enliser dans une guerre. Pourquoi? Il a fait un mauvais calcul. Pour lui, là, la guerre selon ce que j'ai entendu, il pensait qu'en 5 jours, il allait prendre Kiev et il allait pouvoir mettre un dirigeant fantoche, là, donc pro-russe, à la place, donc un peu comme ça se passe au Bélarus en ce moment, là, qui soit d'accord avec lui puis qui refuse d'aller vers l'OTAN. Faut savoir que toutes les menaces, à tous les pays qui ont voulu aller dans l'OTAN l'ont payé cher. Là. En 2008, quand on a dit les prochaines expansions de l'OTAN, ça serait la Géorgie et l'Ukraine, ben on a vu l'armée russe est rentrée en Géorgie, 3 jours, ont reconnu l'Abkhazie comme territoire indépendant, ils sont sortis et il y avait la mainmise sur la Géorgie. Donc, ils ont peur de tout ça. Bon, l'erreur de calcul qu'ils ont faite, c'est de se dire, nous, on a 1 million d'hommes, on est mieux armés, les Ukrainiens, ils ont 100 000 hommes, ça va être facile. Ce qu'on a oublié, c'est qu'on se bat en Ukraine. Donc, on ne fait pas face à 100 000 hommes, on fait face à 40 millions de personnes qui défendent leur territoire. Puis on le voit, ils le font de manière très brave, mais écoute, moi, je serais le premier à avoir... J'aurais excusé, là, crisser mon camp avec ma famille. Non, il n'y a pas un territoire qui est assez important pour moi. Là. Bref. Donc, et là, il est en train de s'embourber. Il a perdu beaucoup d'hommes, même si Moscou ne reconnaît avoir perdu que 500 hommes. Selon les derniers chiffres, on serait entre 15 et 20 000 soldats russes qui seraient morts, en plus des tanks, des avions. Il faut savoir que les Ukrainiens ont d'ailleurs des armées de drones turcs qui sont vachement efficaces contre les chars. Donc, là, on est sur le terrain. Là, la guerre, comment elle va se déployer après ça? Bien là, je ne sais pas. J'aurais un peu fait le tour. Je vais te laisser continuer. Puis après ça, on va répondre aux questions. Je sais que vous avez peut-être des questions plus nichées. Moi, je voulais faire un portrait d'ensemble pour qu'on essaie de comprendre tout ça. Et, oui, la dernière affaire la plus importante, excuse-moi, c'est de dire, je reviens à mon panisme, au panslavisme. Quand on est un empire qui est en train de perdre, on va tout faire pour tenter de garder notre zone d'influence. Et si ça ne marche pas, ça va être difficile pour le peuple russe qui va payer. Et là, il faut voir qu'il y a une autre puissance hégémonique qui est juste à côté, qui est la Chine, qui en ce moment fait comme les yeux doux à la Russie. Mais la Chine sont amis avec personne. Ils pensent à eux-mêmes. Et puis là, ils profitent en fait de la chute de l'économie russe parce qu'ils vont chercher le pétrole, le blé, toutes les denrées pour eux à des faibles coûts parce que le marché est nulle part autre pour les Russes. Et ça va appauvrir beaucoup la Russie. Après ça, ils vont peut-être vouloir se montrer en médiateur, mais moi, j'ai bien peur de ce qui pourrait arriver. Et selon moi, la solution, ce n'est pas une solution, là, mais ce qui éviterait le plus grand dommage à l'humanité, ce serait un soulèvement populaire à Moscou, en Russie, par les Russes, qui ne veulent pas de cette guerre-là en majorité, même si beaucoup de gens suivent encore, ils sont manipulés par Moscou. Et là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi ces gens-là suivent autant? Ils se font manipuler, ils sont donc bien niaiseux. C'est des fausses allégations. Moi, je ne croirais pas à ça. Je vous ramènerai en 2003. Il y a 70% des Américains qui supportaient l'invasion de l'Irak sur de fausses accusations. Donc, on peut tous être manipulés. Il faut faire absolument attention. Donc, si Vladimir Poutine gagne en ce moment, est-ce qu'il y aura une expansion? Peut-être. S'il n'y a pas d'expansion, ce qui est certain, c'est que les Russes vont vivre des années de calvaire à cause de leur économie qui va être à terre. Et ça amène de la frustration, de l'amertume et une population amère soutenue par un dictateur. On a vu ce que ça a fait dans les années 30 en Allemagne. Donc ça, c'est le danger s'il n'y a pas un réel renversement de Poutine qui va se faire, mais qui est de plus en plus esselé, là, du moins ce qu'on entend ou ce qu'on comprend pour le moment. Je pense que ça fait le tour. Là, si vous avez des questions, là, vous aurez le temps. Éric, parle-nous maintenant de l'information. Bien, avec un immense plaisir. Puis je pense que ton entrée en matière est très éclairante, Pierre, puis ça pose les bases pour la suite. Je rappelle que le titre de notre rencontre aujourd'hui, c'est les enjeux de la guerre en Ukraine, de l'invasion de l'Ukraine. Et au 21e siècle, je pense que l'un des enjeux importants maintenant, c'est l'enjeu de l'information. Parce que
oui, sur les champs de bataille, on se bat avec des tanks, avec des avions, avec des navires puis des missiles, mais de plus en plus maintenant aussi, on se bat avec des images, on se bat avec des mots. Le champ de bataille aujourd'hui, c'est plus uniquement les villes ou les forts ou les ports ou les plages. Aujourd'hui, c'est également le champ de bataille, le cyberespace. Et je pense que les deux camps, russes et ukrainiens, ont très bien saisi l'importance de l'enjeu. Et la question de l'information et malheureusement son corollaire, la désinformation, est aujourd'hui, je pense, une donnée qui est absolument essentielle dont il faut tenir compte pour essayer de comprendre justement le sens et surtout les conséquences et les impacts des événements qu'on vit à l'heure actuelle. Ce que je me propose de vous faire, c'est jeter un petit coup d'œil justement comment le contrôle de l'information ou le non-contrôle de l'information, c'est selon, opère tant du côté russe que du côté ukrainien. Puis peut-être vous proposer également quelques pistes de solutions parce que ça a beau se dérouler très loin de nous, on a l'impression, c'était de l'autre côté de l'océan, puis à des milliers de kilomètres de chez nous, mais cette désinformation, cette mésinformation, elle est susceptible de vous atteindre même ici. Un petit coup d'œil d'abord pour parler de la Russie, puis je pense que Pierre a très bien posé tout à l'heure les choses. Évidemment, on est en Russie dans ce qu'on a appelé pendant très longtemps une démocrature, c'est-à-dire une dictature qui se cachait sous des allures de démocratie, mais de plus en plus maintenant, je pense que Vladimir Poutine révèle son vrai visage et de plus en plus, la Russie se présente comme étant un régime autoritaire de type dictatorial. Et déjà, il faut comprendre que l'information et le contrôle de l'information en Russie avait atteint, même si officiellement la presse est libre, ou il y a une certaine presse libre et indépendante en Russie, mais il faut comprendre que depuis des années, il y avait des efforts qui étaient faits par Vladimir Poutine pour justement tenter de mettre à mal ou de mettre hors d'état de nuire les médias qui étaient susceptibles de le critiquer. Et les choses ont empiré, on le voit depuis quelques semaines et depuis quelques jours en particulier là, du côté de la Russie. Alors concrètement, comment ça se manifeste? Deux choses d'abord, et c'est assez paradoxal d'ailleurs, parce que sur le terrain, les opérations militaires, ce qui se passe en Ukraine, les Russes sont d'une opacité à peu près exemplaire là-dedans. On ne sait pas, Pierre vous en parlait tout à l'heure, on ne sait pas combien ils ont perdu d'hommes ou de troupes ou de soldats, quelles sont leurs pertes, quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs conquêtes. Les Russes sont muets sur ce qui se passe là-bas. En Russie, dans les médias officiels, on ne diffuse que les images provenant du ministère de la Défense russe. Et donc, on n'est pas capable d'avoir une idée très précise, en tout cas du côté russe, de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, et ça, c'est quand même assez paradoxal, parce que les Russes ne communiquent pas ce qui se passe en Ukraine, mais par contre, ils interdisent aux médias de plus en plus en Russie de parler de ce qui se passe en Ukraine, alors qu'on ne sait pas ce qui se passe en Ukraine si on se fait évidemment à la portion des Russes et du ministère russe de la Défense. Alors, on assiste depuis déjà quelques jours et quelques semaines, puis on sentait que ça s'en venait, à une véritable offensive du côté du Kremlin pour contrôler encore davantage l'information. Et ça a pris évidemment toutes sortes de sens. Par exemple, les médias russes ont l'interdiction de parler d'une guerre, de parler d'une invasion, de parler d'une offensive. On présente dans les médias russes, et c'est le discours qui vient du Kremlin, mais on présente ça comme étant une opération militaire spéciale. Vladimir Poutine présente même cette opération-là comme une opération de maintien de la paix. Alors un peu plus, puis il fait passer ses soldats pour des casques bleus qui s'en vont libérer les Ukrainiens. Ça vous donne une petite idée. Et les médias en Russie sont tenus de s'en tenir à cette ligne-là. Autre problématique très importante, c'est que de plus en plus, les seules voix indépendantes qui existaient en Russie sont en train de disparaître. Alors, les médias indépendants, déjà, vivaient dans des conditions et travaillaient dans des conditions misérables en Russie, mais c'est encore pire maintenant. Plusieurs ont vu leur permis retiré ou ont carrément décidé tout simplement de tirer la plug, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus capables de faire leur travail là-dedans. On a vu, par exemple, la radio Echo de Moscou, qui était une des radios indépendantes, qui avait une crédibilité, une renommée, être obligée de cesser ses opérations. Même chose pour bien d'autres médias. Certains médias indépendants continuent de travailler, mais compte tenu des conditions actuelles, ils sont obligés carrément de s'auto-censurer pour justement ne pas avoir à faire face au front du Kremlin. Puis d'ailleurs, il y a une loi qui a été adoptée il y a de cela quelques temps, en toute vapeur, à toute vitesse, mais c'est la norme en Russie, une loi qui désormais interdit dans les médias, qui soient d'ailleurs russes ou encore les médias étrangers qui sont établis en Russie, qui interdit carrément de donner de l'information qui vienne d'autres sources que le ministère russe de la Défense, ou encore, on leur interdit carrément, dans ces cas-là, en fait, pour ces médias-là, de divulguer des informations qui seraient mensongères ou qui seraient susceptibles de donner une mauvaise image de la Russie.
Alors, ça vous donne une idée, les médias sont complètement piégés. Et la conséquence de tout ça, première des choses, c'est que les Russes ne sont pas informés de ce qui se passe en Ukraine. L'information qu'ils ont, et je pense que Pierre en a glissé, complètement parallèle. Et c'est étonnant de voir, il y a évidemment les peuples ukrainiens et russes sont frères, ils sont slaves, et bien souvent, ils ont de la famille des deux côtés de la frontière. Puis de voir des Ukrainiens contacter leur famille du côté russe, puis les informer de ce qui se passe, et du côté russe, on ne veut pas les croire. Parce qu'on dit, ben non, c'est pas ce que les médias en Russie nous présentent comme information. Alors, il y a un décalage absolument spectaculaire. Donc, on parlait tout à l'heure, est-ce que la possibilité pour mettre fin à la crise, c'est que Vladimir Poutine se fasse tasser, qu'il y ait une révolution populaire? Encore faudrait-il que les gens en Russie soient conscients de ce qui se passe en Ukraine, ce qui n'est malheureusement pas le cas à l'heure actuelle. L'autre danger, et là, ça nous touche, vous et moi, nous autres. Parce que oui, les médias russes sont censurés, sont contraints, sont contrôlés, etc. Mais les médias russes, nous autres, on ne les consomme pas. Ici, le Russia Today puis tout le reste, bon, je veux dire, c'est marginal, là. Par contre, les médias occidentaux qui, eux, sont là-bas, Radio-Canada, puis les Américains, puis les Britanniques, les Français et tout le reste, eux autres sont également soumis à cette fameuse loi-là. Et plusieurs ont décidé d'abandonner carrément la couverture sur le terrain. Pourquoi? Ça devenait trop périlleux. Et ça, c'est problématique parce que ça nous prive, nous, en Occident, de ce qui se passe, de savoir ce qui se passe du côté de la Russie. Ces manifestations qu'on a vues au cours des derniers jours, des milliers de gens ont été interpellés, arrêtés simplement pour s'être opposés à la guerre. N'eût été des médias occidentaux, jamais on en aurait entendu parler, parce qu'en Russie, on n'en parle pas de ça. Si les journalistes occidentaux sont plus capables de faire leur travail là-bas, mais c'est vous tous, comme moi, comme vous, qui se trouvons à être pénalisés parce qu'il y a une partie de l'info qui n'arrive pas jusqu'à nous. Gardons aussi en tête une chose, c'est que, je vous disais, les dangers, les risques, même si nous autres, bon, on est très loin, puis les médias russes, on ne les consomme pas, mais la guerre maintenant, elle se fait dans le cyberespace. Et ça, le cyberespace, nous autres, on y a accès. Et il se trouve que le cyberespace est devenu, je le disais en ouverture, un véritable champ de bataille. Et les Russes sont particulièrement actifs. Les Ukrainiens aussi, je verrai dans un instant, mais les Russes sont particulièrement actifs. Et en passant depuis très longtemps. Vous avez probablement déjà entendu parler des usines à trolls en Russie qui, par toutes sortes de techniques, ont réussi pour déstabiliser, pour semer le doute, pour décrédibiliser les institutions publiques. On l'a vu lors des élections américaines en 2016, on l'a vu lors du Brexit, on l'a vu lors d'autres élections ailleurs dans le monde, on l'a vu lors de l'assaut du Capitole aux États-Unis en 2021. On l'a vu même, à une petite échelle, dans les manifestations, les convois de la liberté, puis les camionneurs et tout le reste, puis tout ça. Les Russes, grâce à leurs usines à trolls, sont là pour semer la discorde, propager des fausses informations. Et ça, il faut être prudent et méfiant. Il y a quelques années, lorsque je faisais des recherches pour mes cours sur la Russie et tout ça, sur Google, parmi les premières sources, les outils dans le référencement qu'on me proposait, c'était Sputnik. Sputnik, c'est une agence de presse russe, mais qui est une agence littéralement de propagande, mais qui avait réussi, parce qu'ils sont comme des caméléons, ils réussissent à présenter l'information comme si c'était de l'info qui était crédible et solide et tout le reste. Et régulièrement, si on n'y prend pas garde, vous pouvez tomber dans le piège de ça. Autre problématique également, alors bon, je vous parlais de Sputnik, mais le problème également de plus en plus, c'est les réseaux sociaux. Les Russes sont extraordinairement habiles. Ils ont démontré leur efficacité dans le passé. Ils sont particulièrement friands de ça. Pour semer le trouble chez leurs ennemis, chez leurs adversaires, chez leurs rivaux, ils vont carrément investir les réseaux sociaux. Et à l'heure actuelle, je suis convaincu, sans même vous en rendre compte, que vous êtes tombé sur des publications, ou sur des photos ou des images truquées, tronquées, des images sorties de leur contexte ou des déclarations qui avaient été littéralement manipulées. C'est le genre de problème auquel on s'expose aujourd'hui. Alors, oui, l'information est un enjeu important du conflit à l'heure actuelle et je pense que même comme consommateur d'information à des milliers de kilomètres de là, il faut être extrêmement vigilant et très prudent. Un dernier petit mot. Les Russes sont très habiles, sont très actifs à ce niveau-là, mais il ne faut pas penser que les Ukrainiens ne le sont pas également.
Et même si, compte tenu des événements actuels, on peut être très sympathique à la cause ukrainienne, puis là, c'est clair, les camps sont définis. Poutine, c'est le méchant, puis Zelensky, c'est le bon. Puis quand on voit les souffrances, les atrocités qui sont commises actuellement en Ukraine, je veux dire, il y a comme une sympathie naturelle qui s'opère, puis on se tourne vers les Ukrainiens, puis on prend leur parti, puis à la limite, on en vient à souhaiter que David l'emporte contre Goliath. Mais il faut comprendre également que les Ukrainiens sont eux aussi très actifs sur les réseaux sociaux. Et que quelquefois, ils ont eu tendance, eux aussi, à manipuler l'information puis à nous désinformer, justement pour servir leurs intérêts, défendre leur cause, forcer l'OTAN notamment à réagir. Je vous donne 3 exemples très rapides. Vous avez tous, évidemment, été mis au courant de ce qui s'est passé la semaine dernière avec la centrale de Zaporizhzhia. Alors, la centrale nucléaire. Il y a eu des combats autour de la centrale. Mais la trame narrative qui venait de l'Ukraine, du gouvernement ukrainien, c'est-à-dire que les Russes bombardaient les réacteurs, la centrale. Ce qui a été démontré par l'Agence internationale d'énergie atomique, c'est qu'il n'y a jamais eu de bombardement sur la centrale. Il y a eu des bombardements, puis on s'entend que c'est jouer avec le feu que de faire des combats et des opérations militaires tout près d'une centrale nucléaire, mais les bombardements visaient des bâtiments administratifs. Autre chose, et je me souviens très bien, le soir même où c'est arrivé, on nous présentait le porte-parole de Kiev, le porte-parole du gouvernement ukrainien, nous disait que les taux de radioactivité avaient augmenté de façon considérable autour de l'usine. Et vérification faite, ce n'est pas arrivé. Les taux ont toujours été restés normaux et stables. Mais l'Ukraine propageait ce message-là pour forcer une réaction des pays occidentaux et notamment de l'OTAN. Un autre exemple, vous avez probablement entendu parler des gardes-frontières de l'île du Serpent. Une petite île là, qui est située dans le sud, en mer Noire, et où des bâtiments de guerre russes sont arrivés et ils ont sommé les quelques défenseurs de l'île qui étaient là de se rendre. Et bon, vous avez probablement entendu la réplique en disant « Allez vous faire foutre ». Alors, ils ont utilisé le mot en F. Alors, tu sais, on n'en a rien à cirer. Alors, il y a eu bombardement, etc. Le discours ukrainien, c'est de dire que tous les défenseurs de l'île, les gardes frontières, sont tous morts lors de l'opération. Ils sont devenus de véritables héros. Ils se sont sacrifiés, ont refusé de se rendre, ont préféré périr plutôt que de rendre l'île aux Russes. Ce qu'on sait maintenant encore, que les informations sont toujours à prendre avec beaucoup de prudence, c'est que les gardes frontières ne sont pas morts. Et même le gouvernement ukrainien a été forcé de reconnaître, bien, on n'a pas la certitude qu'ils sont morts. Est-ce qu'ils se sont rendus d'eux-mêmes ou est-ce qu'ils ont été capturés par la force? Mais il y a toute une zone d'ombre entourant ça. Dernier petit exemple. Il y a, depuis quelques jours, et c'est une légende urbaine qui circule, à Kiev particulièrement et en Ukraine, on parle beaucoup de celui qu'on appelle le fantôme de Kiev. Le fantôme de Kiev, selon le gouvernement ukrainien, c'est un pilote de chasse ukrainien qui, alors que l'aviation ukrainienne a été décimée là, dès les premières heures de l'affrontement par les Russes, mais c'est, selon ce qui nous arrive du gouvernement ukrainien, c'est un pilote qui aurait réussi, lui, à prendre le vol avec son avion, à prendre les airs, et à lui seul, il a réussi à abattre des dizaines d'appareils et d'avions russes. Ce qui, je veux dire, par le simple fait de la logique, est à peu près impossible, sinon ça ferait de lui le plus grand as de l'aviation de toute l'histoire du monde. Et des gens ont commencé, et des médias ont commencé à fouiller pour savoir qui est le fantôme de Kiev, qui est ce fameux pilote, qui comme ça, descend, puis comme du tir au pigeon d'argile, les avions russes. Et puis la réponse, c'est qu'on n'a jamais été capable de le retrouver. On ne sait pas qui il est. C'est à se demander, et là, j'utilise évidemment des mots de façon très prudente, mais si ce n'est pas une invasion pour essayer de galvaniser le moral des populations, de la population ukrainienne. Donc, même si les Russes sont très habiles là-dessus, il faut comprendre également que, parce que ça sert leurs intérêts, les Ukrainiens aussi, des fois, utilisent l'outil de l'information, puis de la désinformation, des fois également. Alors, et je vais terminer avec ça. C'est donc très important, puis moi, cette citation-là me revient aussi en tête. Dans nos cours de sciences politiques, on nous disait ça. Dans une guerre, dans un conflit, la première victime, c'est toujours la vérité. Et puis, malheureusement, on le constate à l'heure actuelle avec ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Alors, j'espère que ça pourra peut-être nourrir nos questions puis notre discussion pour la suite des choses. Je m'en permets déjà de vous, par respect pour vous dire qu'à 13h30, je vais devoir malheureusement m'éclipser. J'ai des obligations familiales qui m'obligent à quitter, mais d'ici ce temps-là, ça va me faire un immense plaisir avec Pierre de pouvoir répondre à vos questions.
Parfait. Alors, on va passer à la période de questions. Je vous invite, si vous désirez poser une question, à vous diriger au micro au centre. Ne soyez pas gênés. Les deux messieurs sont ici pour poser vos questions. Il n'y a pas de questions stupides. Là. Vous pouvez y aller sans vous gêner. Alors, voilà, peut-être juste pour lancer, puisqu'on est dans le volet de l'information. Éric, en parlant justement des réseaux sociaux, de tout ça, est-ce que tu as quelques petits conseils pour éviter justement cette désinformation-là? Bon, quelques pistes, puis je vous dirais que dans le fond, ça vaut pour toutes les fake news et toutes les fausses nouvelles, y compris celles qui concernent le dossier ukrainien. Je pense que la première des choses, c'est évidemment de s'assurer de pouvoir consulter ou de tirer, de s'abreuver en information à des sources qui sont sérieuses, qui sont crédibles, à des médias qui sont établis, qui ont une réputation et qui ont fait leur renommée. Deuxième des choses, je pourrais vous suggérer, c'est dans un certain sens, de diversifier vos sources d'information également. Et pas toujours de s'abreuver aux mêmes sources. Évidemment, en gardant en tête qu'il faut s'abreuver à des sources qui sont fiables. C'est évidemment très important. Mais je pense qu'il peut être fort pertinent, des fois, de carrément confronter les angles de traitement de l'information sur un sujet ou un angle en particulier qui nous arrive des différents médias. Un autre truc, je pense, qui pourrait être fort important, Marc-Antoine, c'est puis surtout avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile maintenant de retweeter, puis de cliquer, puis de transférer, puis de partager des infos. Des fois, ça vaut la peine de prendre une petite pause. Puis avant de partager une photo, une image ou une info ou un tweet ou un truc de ce genre-là, prendre 2 secondes pour s'assurer, est-ce que vraiment la source est fiable? Est-ce que vraiment ces infos-là n'apparaissent pas au premier regard comme étant truquées, tronquées, modifiées, falsifiées? Il existe des outils, Google Images, il y en a plein d'autres aussi qui permettent de vérifier la véracité de ça. Moi, je pense que ça peut être quelque chose, en fait, c'est quelques trucs. Il n'y a personne qui est à l'abri. En passant, il n'y a personne qui est à l'abri de la désinformation, mais je pense que la plus grande vigilance s'impose, puis c'est peut-être des trucs qui peuvent nous aider, justement. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Quelque chose aussi qui peut être intéressant, là, c'est d'aller voir d'autres types de médias, parce que nos médias restent des médias occidentaux, puis on est dans notre paradigme occidental, là, eurocentriste, puis on analyse, mais il y a des outils, entre autres, moi je pense au Courrier international que j'adore, où, mettons, tu as un article sur l'Iran, bien, ça va être un journaliste iranien qui comprend la culture, qui vit là-bas, donc il y aura un point de vue peut-être moins occidental, puis des fois, ça fait juste du bien d'essayer de comprendre aussi comment les autres peuvent comprendre, réfléchir et penser la nouvelle, tu sais. Alors, je pense qu'on avait une première question. Si tu veux te diriger au micro, tu vas pouvoir t'adresser. Oui. Ma question, je vais commencer par la question. Après ça, je vais développer plus pour M. Pierre. Ça ne vous fait pas peur, justement, que tous les gouvernements occidentaux, par rapport à cette crise-là qui dure depuis très longtemps, ont joué totalement à l'autruche, puis même toute l'intelligentsia occidentale, parce que vous disiez que les gens pensaient que c'était impossible que la Russie, les experts, que la Russie rentre là. Pourtant, il y avait quand même une certaine partie, justement, de ces experts-là qui disaient que oui. Moi, personnellement, je ne suis pas un expert, mais quand il y a eu la rencontre aux Olympiques, j'ai calé la date du 22, mon ami le 27. Malheureusement, j'ai eu presque raison. Puis, je voulais savoir, justement, ça ne vous fait pas peur de voir ce qui est le genre de consortium chinois, russe, avec des affaires comme Taïwan qui pourraient arriver, puis qu'on sait qu'ils ont déjà attaqué le Tibet, qui ont pris Hong Kong pendant la pandémie, que là, ils s'avancent vers l'Ukraine, qui ont attaqué la Géorgie, plein de petites choses en même, les dominos tranquillement, pas vite? Bien, il y a beaucoup d'affaires dans ta question, là. Non, mais bon, premièrement, je vais remettre, là, ils n'ont pas repris Hong Kong. Là, Hong Kong, ils l'avaient loué à la Grande-Bretagne pendant 100 ans, ils l'ont récupéré, là, ça appartenait à la Chine, là. C'est sûr que dans le scénario catastrophe, là, tu peux prendre la carte du monde, là, puis séparer le monde en zones pour voir. Tout le monde a des enjeux territoriaux. On pourrait penser au Haut-Karabakh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. On pourrait penser au mont Ararat entre l'Arménie et la Turquie. On pourrait penser, écoute, au Cachemire. Donc, on pourrait, oui, s'il y avait une flambée, tu l'as dit, Taïwan pour la Russie. Mais là, on n'en est pas là. Et pour ce qui est des experts, il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un expert, parce que ça se base sur des données, ça réfléchit de la théorie, mais il n'y a rien de moins vrai. Je te rappellerai que les plus grands experts de ce monde ont eu une rencontre à l'été 1989 et ils nous ont annoncé que le mur de Berlin serait encore là pour au moins 50 ans. 6 mois plus tard, il était tombé. La vie, des fois, ça va vite et c'est ça un peu la problématique avec les sciences humaines, c'est qu'on est des humains et on ne sait pas comment on va réagir, on ne sait pas vers où ça va aller. On peut dégager des tendances, mais peu de vérité, malheureusement. Fait qu'il n'y a pas de certitude.
C'est difficile de répondre à ta question parce qu'on est dans l'expectative, puis là, bon, on ne le sait pas. Mais clairement, la majorité des experts ont dit qu'il n'y aurait pas d'invasion, il y en a eu une. Donc, là, après ça, tout se peut. Tu sais. Merci, c'est super intéressant. Ma question est pour Pierre. Là, c'est assez simple, je pense, mais je pense que tu connais plus ça que moi pour répondre. Ma question, c'est si jamais la Russie a réussi à contrôler l'Ukraine, ils vont pouvoir décider de continuer puis monter en Biélorussie et tout. Puis j'ai lu, bon, toi, t'aimes les Slaves, moi, j'aime les Scandinaves. J'ai vu que la Finlande, elle tripait pas. Pourtant, la Finlande ne fait pas partie du monde slave. Est-ce que la Russie risque de continuer son expansion comme ça? Ils ont le pouvoir militaire qui risque d'être un peu décimé. Est-ce que ça se peut que Poutine continue l'expansionnisme ou il risque de s'arrêter à l'Ukraine? Je sais que les experts se trompent, là, mais voilà. Non, mais c'est intéressant. Bon, la Finlande a peur pour une raison très simple. Elle a une frontière avec la Russie et déjà la Russie les a menacés. Si vous pensez rentrer dans l'OTAN, on va vous faire la vie dure. Donc, c'est certain qu'il y a une crainte à ce niveau-là. Je te dirais, j'aurais eu plus peur d'une vague d'expansionnistes si l'invasion russe se passait bien. En ce moment, ça se passe très, très, très mal. Parce que je pense que dans le plan de Poutine, c'était de prendre l'Ukraine rapidement, d'installer un gouvernement fantoche là, de retourner, et tranquillement d'aller gruger ce qu'on appelle les peuples slaves. Maintenant, c'est plus ça le plan, parce que là, la Russie, là, elle a jusqu'au mois de juin pour réussir. Parce qu'après ça, son économie va tellement être à terre qu'elle n'aura plus de possibilités. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais ça, c'est épeurant parce que quelqu'un qui est acculé au pied du mur, qu'est-ce qu'il va faire? Bon. Puis aussi, pour la population, moi, je parlais de soulèvement tantôt, c'est sûr que quand la police est là puis t'arrête quand tu veux manifester pour la paix, tu peux avoir peur. Mais quand ils ne seront plus capables de nourrir leurs enfants, là, on en reparlera. C'est là, moi, je pense qu'il va être le déclic. Fait que plus ça s'allonge, parce qu'en ce moment, Poutine essaie de gagner du temps là, pour son offensive en Ukraine, mais il ne faut pas qu'il gagne trop de temps parce qu'après ça, il va payer. Puis là, il est encore capable de maintenir l'économie, même si ce que je vois sur le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi, puis c'est difficile. Là. Le rouble, là, ça vaut une scène là, maintenant. Là. C'est rendu l'enfer. Ils n'ont plus de denrées, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus de travail, il y a plein de commerces qui ferment. Je ne sais pas si on est encore dans l'expérience, mais moi, je pense que le plan, c'était ça. Tranquillement, redonner ce qu'on appelle la Grande Russie. Mais là, il est en train de se faire lâcher, entre autres par les Bulgares, par les Polonais, par beaucoup de peuples slaves qui n'ont plus le goût de ça, qui ont eu le goût de l'Occident, qui ont le goût de la démocratie, qui ont le goût de s'émanciper à leur manière. Il faut savoir que la démocratie en Pologne, c'est pas comme la démocratie au Canada, là, mais il reste que, au moins, c'est des valeurs de base, puis il y a des réelles élections. Maintenant, bon, c'est difficile de répondre à ces questions-là parce qu'on ne le sait pas. Puis moi, je peux te dire ce que je pense, mais bon. Merci, Julie, pour ta question, là, mais je ne sais pas si ça a répondu un peu à ce que tu voulais savoir. Là. Je veux juste savoir si la Finlande va être correcte. Je sais que tu aimes la Finlande parce qu'en Finlande, on n'écoute que du heavy metal. Oui. Puis si je peux me permettre d'ajouter une chose, c'est que les Finlandais ont déjà fait le coup aux Russes. Parce qu'en 1939, la Russie, l'URSS de l'époque, s'était essayé à envahir la Finlande et ils ont connu une déroute, mais absolument dantesque, catastrophique. Finalement, le poids du nombre en est venu à bout, mais dans un premier temps, les Finlandais avaient réglé leur compte aux Soviétiques à l'époque. Ouais. Éric, quelle incidence aurait eu si Donald Trump aurait toujours été en tête des États-Unis? Wow, c'est la grande question. On ne fait pas de politique fiction. En fait, Trump prétend que ça ne serait jamais arrivé si lui avait été au pouvoir. C'est à se demander, compte tenu du fait qu'il était copain-copain avec Vladimir Poutine, s'il n'aurait tout simplement pas décidé de laisser envahir l'Ukraine sans même réagir. Là. Actuellement, sur les médias sociaux, justement, il appuie, il trouve ça bien correct ce qu'il fait Poutine, non? Oui, tout à fait. Mais il faut comprendre une chose aussi. Je me demande si, dans un certain sens, l'attitude très complaisante que Donald Trump a eue à l'égard de Vladimir Poutine pendant les années où il a été à la Maison-Blanche n'a pas été une espèce d'encouragement, entre guillemets, pour Vladimir Poutine pour justement concevoir ce qu'il est en train de faire là. Parce que, et Pierre, je ne sais pas si tu partageras mon opinion, mais ça ne s'est pas fait d'un claquement de doigts. Poutine ne s'est pas réveillé un matin en disant « tiens, je pense que je m'en allais envahir l'Ukraine ». Alors, tout ça, là, c'était longuement mijoté et planifié. Est-ce que le changement de régime a changé des choses à Washington, le fait que Biden soit arrivé dans le décor? On ne le saura évidemment jamais, mais je suis convaincu que ça aurait
à la limite, je peux peut-être me risquer en disant ça aurait peut-être été plus facile si Donald Trump avait été à la Maison-Blanche. Je vais dans le même sens qu'Éric, parce que Donald Trump voulait, entre autres, se désengager de l'OTAN. Il voulait sortir, il disait que ça ne servait plus à rien. S'il était encore là, probablement qu'il l'aurait fait, qu'il aurait laissé Poutine faire. Il faut savoir que, probablement, Poutine, comme tu dis, son plan, il ne date pas d'hier, là. Il voyait aussi que Joe Biden avait, dans les sondages, c'était moins de 40% qui l'appuyait. Là. Ça l'a changé depuis la crise. Mais je ne pense pas qu'il a jamais pensé qu'il allait unir le monde autant que ça en faisant une invasion de l'Ukraine, M. Poutine. Merci. Moi, je pense que ma question, elle est pour Pierre aussi. Puis en fait, il y a 3 questions. Tu as parlé de l'Ukraine, pas de l'Ukraine, mais de la Crimée. Puis moi, je pensais qu'après le soulèvement de 2014, la Crimée était revenue aux Russes. Fait que j'aimerais ça que tu m'expliques cette affaire-là. Puis il y a un autre truc, tu as parlé des séparatistes ukrainiens. Puis moi, dans ma compréhension, parce que je fais comme tout le monde, j'essaie de comprendre, je lisais tout le temps séparatistes pro-russes. Fait que ça, c'est très mêlant, parce que quand on est séparatiste au Québec, c'est parce qu'on veut se séparer du pays. Puis là, les séparatistes ukrainiens, c'est qu'ils veulent se séparer, mais de l'Ukraine, pour retourner en Russie. C'était ma compréhension. Ça, j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu là-dessus. Puis, l'autre affaire, tu as fait une allusion à la santé mentale de M. Poutine, mais j'aimerais ça savoir sur quoi on peut appuyer nos questions sur la santé mentale. Je m'excuse, c'est beaucoup. Non, mais écoute, je vais essayer de répondre rapidement parce que tu pourras compléter, Éric. Sur la santé mentale, écoute, il faut voir qu'en ce moment, en Russie, depuis que Poutine est là, on est en train de réhabiliter Staline, qui est son héros. Staline, qui est le grand vainqueur de la Grande Guerre patriotique, là, qui est le nom qu'on donne en Russie à la Deuxième Guerre mondiale. Puis avec raison, mais on essaie de juste montrer les bons côtés de Staline. Bon, est-ce qu'il y avait des bons côtés? C'est une autre question, là. Mais on est en train vraiment de le remettre dans les livres d'histoire comme un héros russe, même s'il était géorgien, là. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Là. On voit qu'il y a une incidence, une influence, que ces gens-là il y a une admiration, donc possiblement qu'il veut aussi avoir cette renommée-là. Là, je n'ai pas jasé avec Vlad là, depuis longtemps, là, je le regardais droit dans les yeux pour voir sa santé mentale. Tes autres questions. Oui, au niveau, là, quand tu parles des séparatistes pro-russes, là, c'est correct. Le terme, en fait, là, à peu près partout dans le monde, on va parler des rebelles pro-russes, OK? Parce qu'ils se rebellent contre l'organisation en main. Ici, au Canada et dans les pays qui ont des problèmes avec des groupes, qui ont des problèmes, là, je mets tout ça en guillemets, là, OK? Parce que là, je ne veux pas faire de chicane dans la salle, mais qui ont des problématiques avec des groupes séparatistes, comme on y a au Canada, bien, on va utiliser le terme séparatiste pro-russe. Parce que dans l'imaginaire collectif, ça amène une connotation négative, parce qu'eux se font la guerre, au terme séparatiste, et ça l'enlève du poids, en fait, à ces mouvements-là qui sont dans notre pays. Puis ça, on le voit ici, mais on le voit dans plein d'autres pays qui ont des mouvements séparatistes à l'intérieur de leur pays. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et pour ce qui est de la Crimée, mais la Crimée est maintenant une espèce de protectorat russe. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand tu es en Ukraine, là, c'est fantastique, OK? Quand tu es en Ukraine, là, si tu es toute la région ici, là, les Carpates, jusqu'à Odessa, jusque-là, jusqu'à on est à peu près ici, là, ça parle ukrainien, c'est pro-ukrainien, c'est drapeau ukrainien, ça mange ukrainien. Écoute, ils sont fiers d'être ce qu'ils sont. Il faut savoir que les Ukrainiens ont 2 traumatismes majeurs face à la Russie. La grande famine des années 30 créée par Staline qui a fait des millions de morts et la crise de Tchernobyl, là, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais quand tu vas dans l'Est, là, c'est pro-russe. Ça parle russe, ça n'aime pas tellement les Ukrainiens. Et quand tu vas à Crimée, c'est encore pire. C'est absolument très, très, très pro-russe parce que, tu sais, partout, là, les statues de Staline puis de Lénine là, sont tombées, sont enlevées. Partout, ou presque, en Ukraine. En Crimée, ils sont encore tous debout. Ils sont là, tu es capable de les voir, tu arrives à Simferopol, tu as la grande allée avec un Lénine assis sur sa chaise qui te regarde avec son air condescendant. Tu sais, on est là, là. Fait que, il y a encore beaucoup ça. Puis d'ailleurs, nous, quand on était là-bas, on s'est fait prendre pour des Ukrainiens et on s'est fait attaquer par des Russes. Quand ils ont réalisé qu'on était Canadiens et Français, ils ont fait ah, c'est bien correct, tu sais. Non, mais c'est ça. Il y a une animosité déjà sur le terrain puis ici, des fois, là, on a vu ça aussi, l'animosité entre fédéralistes, souverainistes, mais c'est pas la même culture. On n'est pas une culture violente qui utilise beaucoup les armes et la violence pour régler nos problèmes. Fait que, je ne sais pas si ça répond à ta question, là.
Puis en plus, ben, c'est qu'il y a des Tatars qui existent encore en Crimée qui, eux, écoute, ils sont confinés à être des mendiants, là, parce qu'ils ne sont même pas capables de se trouver du travail. Puis c'est techniquement à eux, ce territoire-là. Là. C'est ça. Et si je peux me permettre d'ajouter un petit quelque chose au sujet de l'état de santé mentale de Vladimir Poutine, parce que je ne suis pas psychiatre, puis je ne vous ferai pas un cours de psychologie à Saint-Saëns, là, mais de plus en plus, on nous parle de Vladimir Poutine comme étant d'un bonhomme qui est de plus en plus isolé, qui est coupé de la réalité, qui est complètement déconnecté. Puis il y en a qui s'en sont venus à se demander si effectivement il était encore tout à fait sain d'esprit. Sauf que, gardons en tête une chose, peut-être que Vladimir Poutine, son objectif et son but, c'est de nous faire croire en Occident qu'il est fou. Et là-dessus, je vais me référer à ce que les Américains avaient propagé, en fait, les officiels américains, à l'époque où Nixon était président américain pendant la guerre du Vietnam. Ses responsables des affaires étrangères, je pense que c'est Henry Kissinger, qui était son conseiller à la sécurité nationale, disait toujours, quand il parlait aux Soviétiques à l'époque, puis aux Chinois, tout ça, faites attention, Nixon, il est peut-être fou. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je sais pas, on n'est pas capable de le contrôler. Ce gars-là, il est peut-être fou. Et on avait, alors c'est la Madman Theory, c'est-à-dire qu'on propageait l'idée que, ben, vous seriez mieux d'être prudent parce que tout d'un coup, qui était fou, puis qui pourrait, par exemple, utiliser le nucléaire. On parlait de Donald Trump tantôt. Donald Trump, à une certaine époque, il y a des gens qui propageaient cette... Non, mais ce gars-là, il est fou. Il comparait la grosseur de son bouton nucléaire avec celui de Kim Jong-un en Corée du Nord. Et il y a des gens au sein de l'administration qui disaient, faites attention, ce gars-là, il est peut-être malade, mais est-ce que ce n'est pas le message qu'on voulait véhiculer? Je n'ai pas de certitude, mais l'histoire, des fois, parle. Et pour avoir une sous-théorie à ta théorie, il faut savoir que, non, mais lui, il est entouré de gens qui sont d'accord avec lui. Mais comme étant un fan de Staline, sa garde rapprochée, était toujours d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que les familles de tous ces généraux étaient menacées par Staline lui-même. Et ce que j'entends sur le terrain, c'est que c'est comme ça que Poutine fonctionne aussi. Fait que quand tous les gens avec qui tu parles sont d'accord avec toi parce qu'ils n'ont pas le choix, bien, ça te donne aussi une espèce de puissance intellectuelle de dire « j'ai raison, allons jusqu'au bout ». En tout cas. Vous avez parlé du nucléaire un peu plus tôt. Est-ce qu'il y a un haut pourcentage de chances, d'après vous, que la Russie utilise le nucléaire face à l'Ukraine dans cette guerre-là? De manière pragmatique, non. De manière réaliste, oui. Okay. Non, mais c'est ça la vérité. Il a l'arme, il nous menace. Moi, j'y crois pas, là. Je vois pas l'intérêt de faire ça, parce que lui aussi, il va subir les affronts de la guerre nucléaire, là. Mais on ne sait pas jusqu'où il est prêt à aller. Est-ce que c'est juste une menace pour dire... parce qu'on sait que maintenant, l'arme nucléaire, ça est beaucoup plus un effet dissuasif. De dire, je vais être considéré. Regarde en Corée du Nord, avoir l'arme nucléaire... Pour lui, c'était juste permettre d'être reconnu à travers le monde comme une puissance. Quand bon, en tout cas, je ne qualifierais pas la Corée du Nord, là. Mais bon, fait que je ne sais pas. Mais c'est la question, en fait. S'il n'y a pas la question du nucléaire, là, ça fait longtemps qu'on est embarqué dans une guerre. Je m'excuse. Exactement. Et tu as parfaitement raison de le souligner, Pierre. L'équation qui diffère peut-être des autres conflits qu'on a connus dans le passé, c'est justement la question du nucléaire. Puis le nucléaire, oublions jamais une chose aussi, là, l'arme nucléaire a été conçue pour ne jamais avoir à être utilisée. Dans un certain sens, c'est ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur. C'est un peu comme dans Harry Potter, le mot qu'il ne faut pas prononcer, le nom qu'il ne faut pas prononcer. Mais c'est un peu la même chose avec le nucléaire. Mais malheureusement, puisqu'elle est là, puisqu'elle est dans le décor, bien, elle veut pas éteinte nécessairement. Que ce soit du bluff ou pas, que ce soit de la rhétorique simplement, mais veut pas s'atteindre effectivement la compréhension qu'on a et l'analyse qu'on a du conflit. Merci, messieurs. Puis, avant justement qu'Éric, tu doives nous quitter, en fait, j'ai juste envie de te lancer sur un enjeu lié à l'information. Il y a des journalistes qui ont quitté le pays, forcément, en raison de la crise, puis de la propagande un peu russe envers tout ça, mais il y en a aussi qui ont subi des crimes, même se sont fait tirer dessus alors qu'ils portaient le dossard de la presse. En fait, à quel point c'est inquiétant? Ah, c'est extrêmement inquiétant. Et... je vais vous dire, j'ai la plus grande admiration pour tous ces journalistes, peu importe le côté ou le camp dans lequel ils se trouvent, mais j'ai un énorme respect pour ces journalistes qui sont là sur le terrain, parce qu'ils sont vraiment essentiels. Et leur travail est d'autant plus compliqué, non seulement parce qu'il y a des risques à leur sécurité, puis à leur vie, même aussi carrément. On l'a vu, il y a des journalistes, je pense, danois, qui sont faits canarder dans leur véhicule, dans leur voiture. Mais au-delà de ça, ce qui est extrêmement difficile pour eux, c'est de réussir à rendre les choses compréhensibles et intelligibles, parce qu'on est en face d'un gigantesque casse-tête. Et
les pièces du casse-tête là, arrivent de façon éparse, par parcimonie, puis tranquillement. Et ces journalistes-là, leur mandat, là, c'est de ramasser les pièces du casse-tête, de les mettre ensemble pour réussir à nous offrir une vision concrète. Et c'est extrêmement difficile parce que, l'information circule difficilement. La désinformation circule, elle, extrêmement facilement aussi. Alors, c'est effectivement extrêmement inquiétant de voir la façon avec laquelle les choses évoluent. Puis, moi, ce qui m'inquiète aussi, puis on le voit, puis pas juste dans ce cas-là, mais on le voit, la profession de journaliste, le métier journalistique, les professionnels de l'information, de plus en plus sont décrédibilisés. On le voit là, dans les mouvements avec la pandémie, ça a encore accéléré les choses avec tous les mouvements anti-vax et tout le reste. On l'a vu avec les convois de la liberté. Moi, je ne pensais pas qu'on verrait des trucs de ce genre-là au Canada, des journalistes se faire physiquement agresser, se faire insulter. Bon, c'est tel que tel, on est habitué, ça m'est arrivé, moi, de me faire insulter comme journaliste, mais physiquement, qu'on s'en prenne à nous, ça, j'avoue, je trouve ça extrêmement inquiétant. Et sans vouloir dire que ce qui se passe chez nous se compare à ce qui se passe là-bas, là, mais ça devient extrêmement difficile pour les journalistes de faire leur travail, puis d'avoir les deux côtés de la médaille, de faire leur travail de façon équitable également. Parfait. Et moi, je vais être obligé de vous quitter là-dessus, en vous remerciant tout le monde pour votre participation. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est réconfortant de vous voir aussi nombreux. Et je vous laisse au bon soin de Pierre pour la suite de la période des questions. Merci Éric, on reprend ça. Avec plaisir. Bonjour. J'aimerais comprendre pourquoi la guerre a débuté maintenant, alors qu'on parle de tensions qui durent pourtant depuis des décennies, voire peut-être même des siècles. J'en ai fondamentalement aucune idée. T'sais. Non, mais je vais être honnête, c'est qu'il y a beaucoup d'affaires qui se passent depuis longtemps, puis c'est une guerre aussi qui n'est pas nécessaire. Parce que les chances que l'Ukraine puisse entrer dans l'OTAN étaient quand même minimes. Les relations, je veux dire, Zelensky, en ce moment, il est anti-russe, mais il n'était pas tant pro-OTAN que ça. Il n'était pas nécessairement tant contre les Russes. Il n'y avait pas de danger immédiat pour les Russes. Mais moi, je pense, honnêtement, là, moi, ma théorie, c'est que Vladimir Poutine, il a 70 ans, OK? Et là, lui, la grandeur de la Russie, c'est son rêve de ramener la Russie à la grandeur qu'elle avait à l'époque de l'Union soviétique. Et là, il voit tous les indicateurs des facteurs de puissance de son pays qui sont en train de décliner. Et il réalise que dans 20-30 ans, là, la Russie, ça va être extrêmement difficile de maintenir parce que c'est un territoire gigantesque. Oui, il y a des ressources, mais beaucoup des ressources fossiles, on est en train de se dégager de ces ressources-là, l'ensemble de la planète. Fait qu'il y a des problématiques réelles en Russie. Et lui, ben, je pense qu'il vit son rêve, là. Je ne veux pas faire de la psychologie, là, on dit des pervers narcissiques, là, qui se voient comme un grand homme puis qui veut passer à l'histoire, puis qui voit qu'avec le régime qu'il a, il ne sera pas capable de le faire à moins d'utiliser la force. Puis il l'a dit, je vais y arriver avec la guerre ou avec les négociations. Ça veut dire, ben écoute, puis il ne fait pas de négociations. Là. Ces négociations, c'est fais comme je dis, sinon c'est la guerre. Là. Fait qu'il n'y a pas de négociation là-dedans. Là. Mais je ne le sais pas. Je ne sais pas pourquoi maintenant, en fait. Mais clairement, on sent qu'il y a une montée du nationalisme, il y a une montée de la droite partout à travers le monde. La pandémie a amené ça, mais c'était déjà sous-jacent. Puis quand on retourne au début du 20e siècle, bien, il y avait la même chose. Il y avait beaucoup de querelles ethniques qui se passaient. Je ne sais pas si c'est l'air du temps, si on répète l'histoire, ou si c'est juste une folie passagère d'un pervers narcissique qui veut regagner son rêve de recréer la Grande Russie et de passer dans les livres d'histoire. Mais il va passer dans les livres d'histoire, c'est certain. On va en parler longtemps de M. Poutine. Merci. Bonjour. Alors, j'aurais aimé ça que M. Arsenault soit encore là. Je voulais, mais c'est pas grave, vous me donnerez votre avis là-dessus. On voit présentement, la Russie est en train de carrément s'enclaver ou se retirer ou s'isoler de tout le monde sur deux aspects. Sur l'aspect physique, premièrement, il n'y a personne qui va oser essayer d'entrer en Russie, ça c'est clair. Mais sur l'aspect médiatique aussi, comme ça a été mentionné tout à l'heure. Maintenant, sur l'aspect physique, je vois qu'il n'y a rien qui va se passer, puis c'est mieux comme ça, parce qu'on ne sait jamais comment Poutine pourrait réagir. Sur l'aspect médiatique ou cyberguerre, si on veut, si on regarde quelque chose comme le groupe Anonymous lundi qui annonçait avoir réussi à pirater les sites de streaming, les sites de télévision pour diffuser des messages d'information à la population, est-ce que c'est des solutions qui pourraient s'avérer avoir un gros impact sur la population, qui pourraient amener peut-être à l'espèce de soulèvement dont vous parliez tout à l'heure, qui pourrait peut-être être la solution?
Mais c'est certain que si on veut que ça se passe, il va falloir que le peuple russe soit informé correctement. Moi, je tripe sur Anonymous, là, j'y suis beaucoup, mais maintenant, on peut pas trop, je veux pas trop parler d'eux autres parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, valider les infos, des fois, ça prend une semaine, là. Mais ils ont fait des trucs assez chouettes, là, justement, prendre le contrôle de la télé. Même là, ils ont donné accès à un site où tu es capable d'avoir accès à 400 caméras de surveillance russes pour voir s'il y a des manifestations ou des choses qui se passent. Mais c'est compliqué, puis en plus, la Russie le sait. Elle a payé cher là, parce que Anonymous a fait fermer, entre autres, a fait tomber des usines, a fait tomber les chemins de fer au Bélarus. Donc, ils ont des actions ciblées un peu partout. L'agence spatiale aussi, je pense. Bien, là, tu vois, oui, mais oui ou pas, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'affaires qu'on se fait dire, puis Anonymous, c'est une armée de hackers. On ne sait pas son où, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas. L'information est souvent longue à valider. Mais pour ce qui est là, de la prise de possession de la télévision, là, pour diffuser les vraies images, oui. Il y a une autre chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils disaient, tu pouvais aller écrire un texte, entre autres, sur les TripAdvisor là, en Russie ou les restaurants, là, pour mettre, en fait, expliquer ce qui se passait en Ukraine, à la place de mettre un commentaire sur « c'était bon, ta bouffe », t'expliques ce qui se passe, et ça a été envahi. Et c'est une des raisons pourquoi, en ce moment, la Russie tente de déconnecter, reprendre le contrôle sur, entre autres, les réseaux sociaux, pour devenir un régime plus totalitaire, un peu comme la Chine, qui contrôle. Tu sais, en Chine, tu n'as pas Amazon, tu as Alibaba, c'est contrôlé. Tu n'as pas Facebook, c'est Baidu, je ne sais plus. En tout cas, c'est quelque chose d'autre qui te permet d'avoir des réseaux sociaux à la chinoise, mais où le gouvernement te surveille. Fait que je ne sais pas si c'est là qu'on va aller, mais clairement, il va falloir... Parce que si ils nous laissent avoir accès à leur... Parce que c'est vrai qu'ils sont bons pour faire des cyberattaques, mais si on met toutes nos énergies là-dessus, là, au niveau de l'informatique, je pense qu'on va les dominer assez rapidement. D'ailleurs, la guerre de l'information, ils l'ont perdue là, depuis le début du conflit. Là. On le voit. Là. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne. Je ne sais pas si ça répond à ta question, là, mais... je ne pense pas qu'il y ait de réponse. C'est ça, là. Non plus, mais est-ce que ça pourrait être une solution? C'est certain qu'au niveau de l'intégrité territoriale, s'il se passe quelque chose, ça ne sera pas rapidement, parce que la Russie est un pays gigantesque. Parlez-en aux Français de 1810, parlez-en aux Allemands de 1942. C'est compliqué de prendre Moscou, prendre la Russie. C'est pour ça que je pense que si le gouvernement a tombé, ça va venir d'un soulèvement intérieur, un peu comme on a vu en 1917. Merci. Bonjour. J'avais 2 questions. Ma première question, c'était par rapport, mettons, à notre président, M. Trudeau. En ce moment, aujourd'hui, on a vu qu'il a donné 50 millions encore pour... il a donné 50 millions, je pense que c'était pour toutes sortes de trucs, mais mettons, à l'Ukraine. Puis là, je me demandais, tu sais, ça, c'est-tu un coup, mettons, politique, ou bien c'est vraiment parce que, tu sais, surtout, c'est une personne qui doit être empathique, mais au-delà de ça, est-ce qu'à un moment donné, ça se pourrait, Colin, que même on respecte pas l'affaire de l'OTAN, puis on dise, bon, ben, let's go, on envoie des soldats, on s'en va les aider pour, je sais pas trop quelle raison, mettons, en Ukraine, ils donnent un gros coup. Puis ma deuxième question, c'était par rapport, mettons, médiatique, tu sais, Canada, on paraît bien, etc. Je vais t'arrêter pour ta deuxième question, parce que ta première question est quand même assez complexe. OK. Le Canada n'ira pas en guerre tout seul. OK? Le Canada en relations internationales, c'est Robin dans le monde des super-héros. Robin, il suit Batman. Le Canada sert à donner une deuxième voix aux États-Unis partout où on va. Nous, on a l'impression qu'on est un grand pays. On est de la merde en relations internationales. On n'a aucun poids. Écoutez, toute notre armée canadienne rentre sur une base militaire américaine. On n'est pas là. Maintenant, si on décide d'entrer en guerre réellement, ben oui, on sera là, c'est sûr. Si les États-Unis embarquent, on va être là. Ça c'est certain. Okay. Pour ce qui est du don, tu disais, on donnait des... pourquoi on donnait autant aux Ukrainiens? Ou pourquoi, non, c'était carrément, je comprends, on est empathique, on est un... en tout cas, mais tu sais, c'est électoraliste aussi. Il ne faut pas l'oublier que la plus grande diaspora d'Ukrainiens en dehors de la Russie, elle est au Canada. Le plus grand groupe d'Ukrainiens en dehors de l'Ukraine et de la Russie, c'est au Canada. C'est 1 million de votes. Ça compte pour n'importe quel parti politique. Okay. Fait que non, mais il ne faut pas penser qu'on a juste des bonnes valeurs et de l'empathie. Oui, je pense que oui, mais on supporte l'Ukraine depuis longtemps pour cette raison-là. Je veux dire, il y a une diaspora fantastique d'Ukrainiens au Canada, mais c'est 1 million de votes. 1 million de votes, okay. Ça commence à faire pas mal de députés. Puis ma deuxième question, c'était par rapport au côté média. Puis là, mais... dans le fond, tu sais, comme aujourd'hui, j'ai encore vu quelque chose passer. Tu sais, une madame qui a pitché un pot de tomates sur un drone, puis là, ça a pété le drone russe. Tu sais, des affaires comme ça qu'on ne sait pas si c'est vrai. Puis,
récemment, on a vu dans les médias, quand que les réfugiés s'en allaient dans les trains, etc., on voyait crimes qui sortaient des peuples ethniques différents, comme des Arabes, des Noirs, etc., puis ils sortaient de ça. Puis là, ça m'a fait questionner. Je me suis dit, bon, là, c'est un coup de médias de la Russie qui essaie de montrer, c'est-tu des vraies images? C'est-tu la peur qui fait ça? En voulant dire, c'est, mettons, côté sociaux, là, comment ça que ça peut se passer, crime, en 2022, soigner du monde qui ont des enfants, etc., qu'eux autres aussi veulent partir? Je ne suis pas certain de comprendre ta question. Ben, c'est parce que... non, mais dans le sens, il y a beaucoup d'affaires là, dans ce que tu me dis. Là, tu as vu des images, puis en fait, tu veux savoir si c'est vrai. Oui, c'est ça, c'est la vérité de ça, en voulant dire... Ouais. Si tu as vu ces images-là à un endroit, ça se peut que ce soit de la désinformation. Quand ça va être... tu sais, quand ça sera partagé par la BBC, par Radio-Canada, par des Al Jazeera, là, on pourra parler d'informations possiblement valides. Pour le reste, ben là, embarquer du monde dans un train pour le sauver la vie, moi, je pense que c'est une bonne idée. Là. Non, ils sortaient dans le fond, ils prenaient leur place. C'était comme... Ils prenaient les personnes de différentes couleurs, puis ils sortaient, puis ils prenaient leur place. C'est ça qu'on voyait dans ouais, je serais bien surpris. Pour une raison très simple, c'est que les peuples slaves, entre autres en Russie puis en Ukraine, pour être allés, là, ils sont... les populations sont très homogènes. Tu sais, je veux dire, va à Moscou une semaine, là, puis si tu vois une personne afrodescendante ou une personne clairement musulmane, tu vas la reconnaître parce que tu n'en vois pas beaucoup. Puis ça, c'est les effets du nationalisme identitaire, en fait, où tu penses que ton identité, tu dois la protéger des autres, plutôt que d'intégrer les autres dans ton identité. Fait que ça me surprendrait que ce soit... Moi, je ne les ai pas vues, ces images-là, en fait. C'est pour ça que je doute un peu là, de leur véracité. Puis aussi, avec connaissant le contexte, là, le contexte d'homogénéité de la population dans ces pays-là, je serais bien surpris. En fait. Alors ça, je me demandais, parce que j'ai dit, Colin, qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu de la propagande? Je ne sais pas. En tout cas, super. Merci. Pierre, je te relance sur une petite question. On parle beaucoup de Vladimir Poutine, mais il y a aussi ce groupe de personnes richissimes, les oligarques. Les oligarques. Exactement. Qui sont ces gens-là? Pourquoi ont-ils autant de pouvoir et pourquoi on impose des sanctions économiques contre eux? On dit des oligarques, ça vient de l'oligarchie. Une oligarchie, c'est quand un petit groupe de personnes contrôle. Bon. À la suite de l'URSS, on a nationalisé le pétrole, on a créé des banques. C'est des affaires là, qui n'existaient pas nécessairement avant à l'époque de l'Union soviétique. Et qui est derrière ça? Bien, c'est des proches des dirigeants. Il y a beaucoup aussi qui avaient de l'argent puis connaissaient les rouages. Il y avait des groupes mafieux à l'époque, qui étaient la mafia à l'époque de l'URSS, parce qu'il existait une mafia, qui sont devenus des dirigeants de banque là, à go. Fait que ces gens-là se sont enrichis et contrôlent une grande partie de la richesse de la Russie. Ce sont des ultra-riches. Maintenant, eux sont en train de perdre beaucoup de leur argent. Et l'idée là-dedans, c'est que eux, ce qu'ils veulent, c'est pas la guerre. Ils veulent faire du cash. Ils veulent être riches. Mais au moment où tu leur enlèves ça, bien là, ils vont peut-être mettre de la pression sur le régime pour que ça change. Mais là, comment ça se passe de l'intérieur, c'est une autre affaire. Mais il y a beaucoup qu'on appelle les oligarques, puis il y en a beaucoup là, à travers le monde qui ont des richesses partout. Tu sais, Vladimir Poutine serait probablement un des hommes les plus riches au monde, d'ailleurs. Et il faut savoir que ces oligarques-là, ils sont arrivés quand Boris Eltsine a pris le pouvoir. C'est là où ils ont créé des banques, ils ont pris le contrôle du pétrole, etc. Et là, on avait l'impression que c'était encore des privilégiés qui avaient accès à l'argent, aux ressources. Et Poutine s'est fait élire à l'époque pour les mettre à sa main. Donc, pour être contre les oligarques. Mais à la place de les détruire ou il les a récupérés. Il les a mis sous son joug, ce qui fait que maintenant, il les contrôle. C'est un peu comme ça là, que ça s'est passé, là, sans rentrer dans les détails là, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, mais c'est les Vili... quelqu'un qui a le nom? Quelqu'un connaît le nom? Les Vili... bref, c'est un nom russe là, qui exprime un peu là, ces gens-là. C'est un peu ça l'idée derrière les oligarques. C'est des grands hommes d'affaires. C'est comme si, par exemple, là, Justin Trudeau, ben, son conseil, son cabinet privé, c'était la personne qui gère les oui? Siloviki, c'est ça que je cherchais. Merci Alexandre. Donc, c'est comme si Justin Trudeau s'entourait des grands PDG des compagnies canadiennes comme pour diriger le pays. Donc, on s'éloigne de la démocratie parce que ces gens-là ont des intérêts économiques. T'sais.
Puis, la majorité des Russes peuvent travailler, avaient une vie normale, mais ils ne vivaient pas nécessairement dans l'opulence ou la richesse. Et ça, c'est dans les villes. Parce que quand tu sors des villes, l'extrême pauvreté, elle arrive, là. Je pourrais vous montrer des photos de Kiev avant que ça soit détruit. Au centre-ville de Kiev, c'est beau, tout est en or, hein, c'est magnifique, mais tu fais 2 km, et puis là, tu es dans des bidonvilles là, avec à perte de vue. Là. C'est quand même relativement pauvre. Là. J'avais une question à propos... en gros, l'Occident a fait des sanctions économiques contre la Russie, sauf que la monnaie russe a perdu énormément de valeur. Tu disais presque un sou le dollar. Un rouble, ça vaut, je pense, une scène maintenant. Oui, de quoi comme ça. Puis les banques russes, j'ai entendu dire que les banques russes puis la Russie en général a permis aux personnes russes justement de rembourser leurs dettes qu'il y avait à l'international en monnaie russe en réponse à ces sanctions économiques-là. Est-ce que ça pourrait créer une fin des sanctions économiques contre la Russie parce que ça ferait perdre énormément d'argent aux banques internationales à qui ces personnes-là doivent l'argent, genre des millions de dollars qui valent plus rien, en fait? Oui, je sais pas. Je pense qu'en ce moment, là, le système monétaire, il n'est peut-être pas content, puis il va peut-être perdre de l'argent, mais il en fait énormément. Et je pense que lui veut supporter le système, un système mondialisé qui fonctionne. Et c'était ça un peu la garantie contre la guerre. C'est que nos économies étaient tellement interreliées qu'au moment où quelqu'un fera un faux pas, on voit ce qui va arriver en Russie. Et là, la Russie, c'est pas terminé, parce qu'en ce moment, là, toutes leurs denrées, leur pétrole, leur blé, il y a une sortie possible, c'est via la Chine. La Chine qui en profite énormément en ce moment, là, parce qu'à cause du marché, écoute, comme il y a juste une sortie puis tu es le seul acheteur, tu peux l'acheter quasiment au prix que tu veux. Là. Et puis, mais moi, je pense pas que ça va créer un peu comme quand quelqu'un fait faillite. Là. Je veux dire, c'est de l'argent perdu, mais tu en gagnes tellement ailleurs avec les taux d'intérêt, etc. Je veux dire, puis en plus, honnêtement, moi, c'est pas les banques qui vont me faire pitié là, dans tout ça. Là. Quand je pense aux gens qui sont sur le terrain, qui, eux, perdent leur réelle économie, perdent leur travail, ont plus accès à de la nourriture, à de l'eau potable. Là, ça va commencer à être compliqué bientôt sur le terrain pour les gens. Puis, tu sais, ça aussi, l'idée de payer en rouble, c'est un peu justement pour mettre la pression sur l'Occident. Mais je pense qu'en ce moment, l'Occident se tient et veut montrer que la démocratie va l'emporter sur la dictature. Bon, du moins, je l'espère. Puis avec les sanctions économiques, il y avait eu l'idée comme quoi la Russie adhérait au système économique de la Chine, justement, la Banque nationale qui est gérée par la Chine, en gros. Est-ce que c'est une idée qui est probable présentement, vu que la Russie est complètement isolée? Ça serait leur seule porte de sortie pour avoir une meilleure économie, non? Mais c'est pas une bête idée. Peut-être que ça se peut. Moi, je vois pas ça comme ça, cependant. La Chine, en ce moment, c'est pas... La Chine n'a pas d'amis, OK? Ils sont avec les Russes en ce moment parce qu'ils en profitent. Ouais. La Chine est une puissance hégémonique. La Chine a l'œil sur des territoires, a l'œil sur des ressources partout à travers le monde. Et la Chine, en ce moment, de la manière qu'elle négocie, là, quand elle s'en va dans... Nous, on s'est sorti de la colonisation, même si on fait du néocolonialisme, en tout cas, on ne rentrera pas là-dedans, là, mais on s'est sorti de la colonisation à cause de des valeurs morales. La Chine, quand elle va négocier là, pour aller chercher des ressources naturelles au Malawi, là, elle dit, moi, je veux tes ressources, voilà de l'argent, les droits de l'homme, je m'en torche. C'est ça, là, c'est le discours qu'on a. Fait qu'eux, là, ils veulent faire des affaires. En ce moment, ils en font. Si la Russie sort de ça et que le gouvernement est renversé, ça va être très difficile de reconstruire l'économie. Et moi, je verrais davantage la Chine en profiter pour faire une expansion hégémonique puis aller chercher des territoires, le Kamtchatka, la Sibérie, où il y a peu de monde. Pour eux, ça serait très facile. Il ne faut jamais oublier que la Chine est une puissance hégémonique et la Chine est et sera la puissance du 21e siècle. Elle, en ce moment, elle regarde, elle apprend, elle prend des notes. Okay. Merci. Bon, c'est un peu peurant ce que j'ai dit, là, mais peut-être que ça n'arrivera pas de même non plus. C'est quoi hégémonique? Qu'est-ce que ça veut dire hégémonique? Ça veut dire que tu vas gagner par la force, puis tu vas prendre de l'expansion, puis c'est de l'impérialisme. Là, donc, c'est les rapports de force que tu veux, la domination, en fait. Bonjour. C'est une question un peu ouverte. Je me demandais si, selon toi, il y a des aspects de cette guerre-là qui sont pas assez couverts dans nos médias. C'est de quoi on ne parle pas assez, par exemple, dans nos médias? La crise climatique. Non, mais je niaise, là. Mais non, mais c'est parce que c'est un gros problème qu'on va avoir aussi demain. Hein. Je pense que quand on s'informe correctement, on a quand même beaucoup d'aspects. Bon, il y a l'aspect de l'information en Russie qu'on n'a pas, c'est certain. Où je trouve ça dommage, des fois, c'est les gens qui font des analyses comme si c'était une game de risque.
T'sais. Parce que je ne sais pas si tu es déjà allé sur un territoire de guerre. Là. Moi, je suis déjà allé. Et j'ai fait un peu le saut parce que je suis un fan de jeux de société. Puis, tu sais, on analyse tout le temps ça avec des prises, les armées. Là, on voit, on fait des déplacements. Puis, c'est bien romantique, ça, la guerre. T'sais. Mais quand tu es sur le terrain, les gens, ils croient aux valeurs, puis ils se battent, puis ils meurent pour vrai. Et souvent, c'est des guerres par procuration. En ce moment, là, l'Ukraine, c'est les Ukrainiens qui perdent. Mais c'est vraiment une guerre par procuration entre la Russie et l'Occident. Comme quand moi, je suis allé au Haut-Karabakh, puis qui est une guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais clairement, c'est une guerre par procuration entre la Russie et la Turquie, qui utilisent d'autres factions pour gagner des territoires, pour avoir des zones d'influence plus grandes. Fait que, c'est ça. Des fois, je trouve qu'on est trop là-dedans, puis on oublie, en fait, le côté humain. Maintenant, des fois, quand on regarde trop le côté humain, on arrête d'être pragmatique, puis on se dit, hey, pourquoi on ne va pas envahir nous autres aussi, puis on ne va pas les aider? Puis comme je dis, si on va les aider, là, la menace nucléaire devient plus réelle. Donc, c'est quoi le danger? Je ne sais pas. Mais il y a plein d'aspects, puis il y a plein d'aspects qu'on va apprendre aussi avec le temps, qui vont changer. Aujourd'hui, il y avait un hôpital qui s'était fait bombarder. Là, on va parler de ça aussi, parce qu'on a des gens, on a des médecins qui vont aider là-bas parce qu'ils se disent en sécurité, un peu comme Médecins sans frontières, l'idée du fait que comme on est médecin, qu'on sauve des vies ou qu'il n'y a pas d'identité aux victimes de la guerre, c'est une belle idée, mais sur le terrain, si elle n'est pas respectée par les belligérants, ben ça ne sert pas à grand-chose. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Puis en ce moment, bien, tout ce à quoi on ne pense pas, c'est aussi tous les problèmes, dont les problèmes environnementaux qui restent réels. Là. Il y a quand même eu un rapport du GIEC la semaine passée, dévastateur, là, qui m'a fait quasiment plus peur que la menace nucléaire. C'est bon. Oui? Oui, dans le fond, il y a beaucoup de compagnies privées qui ont qui ont commis en place plein de trucs pour bloquer comme leur approvisionnement en Russie ou comme je pense à TikTok, maintenant les Russes ne peuvent plus uploader de vidéos. Est-ce que dans le fond, je n'ai pas vraiment l'impression que le gouvernement il en a vraiment assuré de le gouvernement russe, il en a vraiment assuré de ses citoyens. Est-ce que c'est pas plus juste les Russes qui perdent là-dedans? Puis est-ce que le but en arrière de ça, c'est pas justement de motiver la population russe à se lever contre le gouvernement? Oui, c'est pas une bête analyse. Pour ce qui est de TikTok, c'est une autre affaire. Là. Les réseaux sociaux, c'est vraiment pour pas qu'on voit ou on parle des vraies affaires. Donc, que ce soit juste le message du régime qui soit entendu. Je pense qu'Éric est assez clair là-dessus tantôt, puis je suis assez d'accord avec lui à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est des compagnies, puis le fait qu'on va appauvrir, j'en parlais tantôt. Moi, ma grande peur, c'est qu'on règle ça de manière un peu amicale, mais qu'on continue les sanctions, parce que là, c'est le peuple russe qui va payer. Là, il va être désinformé, et toute cette amertume-là va être mise sur le dos de l'Occident. Et là, ça risque de créer, je ne dirais pas rapidement, mais à long terme, une nouvelle escalade des tensions là, entre la Russie et l'Occident. C'est pour ça que, moi, mon scénario préféré, c'est on part toute la gang avec des guns, on va libérer Navalny, et puis on fait une révolution à Moscou, et on le place là pour instaurer une démocratie. Mais bon, j'ai regardé, et c'est pas si simple. Pierre, question qui peut paraître toute simple. Là. Pourquoi un conflit en Ukraine et en Russie nous impacte ici au Canada, par exemple, économiquement, avec le prix du pétrole, le prix de l'essence? Bien, le prix du pétrole, le pétrole, c'est des marchés. Tu sais, le pétrole, il s'achète, il se vend, donc c'est la loi du marché de l'offre et de la demande. Fait que c'est sûr que si on coupe un des plus gros producteurs de pétrole au monde l'accès aux marchés mondiaux, bien, le prix va monter pour les autres. Puis je ne sais pas si vous trouvez ça étrange. Hein? Quand le prix du baril monte, il monte automatiquement à la pompe, mais quand il baisse, ça prend plusieurs semaines avant que ça commence à baisser, parce que c'est de la conjoncture, puis c'est compliqué. Bref, je pense qu'on se fait avoir là aussi. Puis, comme j'en parlais tantôt aussi, la diaspora ukrainienne, nous, on est pro-Ukraine pour de nombreuses raisons, au niveau de la diaspora aussi, et on est aussi en conflit avec la Russie depuis longtemps, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, là, mais dans l'Arctique. Parce que dans l'exploitation, je ne sais pas si vous savez, même les Russes sont venus déposer avec un sous-marin un drapeau de la Russie au pôle Nord, mais sous l'eau, en disant aux Canadiens, c'est vraiment vous le pôle Nord, hein? Bien, vous n'êtes même pas capable d'y aller, nous on est capable. C'est vrai que parce que nous, Robin, on n'a pas assez d'équipement pour aller là. Mais techniquement, le pôle Nord ou le Grand Nord canadien, on le donnait au Canada parce qu'il ne servait à rien. Mais maintenant qu'on sait qu'il y a d'immenses ressources pétrolifères là, les gens le veulent. Et il y a un conflit très clair entre la Russie et le Canada depuis longtemps à ce niveau-là. Et en plus, bien, avec la diaspora ukrainienne, là, on voit qu'on a pris, on a fait nos choix, en fait. Là. Oui? Alors moi, j'ai une petite question qui a plus trait au traitement médiatique de la guerre, parce qu'il n'y a pas
ce n'est pas le seul conflit à la surface de la Terre. Comment expliquer que ce soit de très loin le plus traité, alors que par exemple on peut penser au Myanmar, ça fait 1 an qu'il y a eu un coup d'État, on en a un peu parlé au début et depuis plus rien. Il y a des conflits... Comment ? Au Myanmar ? Au Myanmar, par exemple, le coup d'État, il y a le conflit au Panchir, il y a des conflits en Afrique. Par exemple, il y a eu un coup d'État il y a peut-être 1 ou 2 mois au Mali. Oui, bien écoute, je l'attendais cette question-là. Puis elle est très, 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 très pertinente. Maintenant, on va démêler 2 affaires, OK? Oui, il y a un conflit au Congo depuis 18 ans qui a fait plus de morts qu'il est mort de Juifs en la Shoah, en la Deuxième Guerre mondiale. Oui, au Yémen, il y a une famine extraordinaire. Oui, il y a les Palestiniens, ce sont... Absolument. Sauf que la dynamique est différente. En 1648, à la fin de la guerre de 30 ans, on a signé ce qu'on appelle le traité de Westphalie, qui reconnaît la prééminence de l'État-nation, qui a été re-signé avec la Charte de San Francisco en 1948. Et ça, ce que ça dit, c'est, si ça se passe à l'intérieur de tes frontières, je m'en mêle pas. Tu comprends? Fait que tous les cas que tu m'as dit là, ça se passe comme ça. Là, tu vas me dire, attends, non, au Yémen, l'Arabie saoudite est là. Oui, l'Arabie saoudite est là parce qu'elle a été invitée par une des factions. Un peu comme ça s'est passé au Kazakhstan. À l'automne, ils ont invité, le dirigeant du Kazakh ont invité les Russes à venir aider pour la situation. C'est pour ça que la dynamique est différente, quand il y a une invitation directe. Maintenant, moi, le cas le plus frappant, ça serait plus, par exemple, pas la Syrie, la Libye et l'Irak, où là, clairement, on est allé déstabiliser des gouvernements, tuer les dirigeants, voler les ressources naturelles et installer une pseudo-démocratie qui vire rapidement en guerre civile. Là, tu as absolument raison, puis il n'y a pas de bonne réponse. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'on a mal agi lors d'autres conflits qu'il ne faut pas supporter les Ukrainiens? Je ne pense pas. Pourquoi ça nous touche plus? Parce que, historiquement, là, on était bombardés depuis 70 ans d'images de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des grands traumatismes qui sont associés à ça, beaucoup en Europe. Et là, on a l'impression de revivre la même chose et de vivre une guerre en Europe. Et oui, il y a une question d'eurocentrisme, où l'Occident colonial là, qui domine le monde depuis trop longtemps a moins... Tu sais, justement, là, quand les Américains sont rentrés en Irak sous de fausses allégations, là, qui a mis une sanction économique contre les États-Unis? Personne. Non, mais c'est ça, tu sais. Donc, oui, tu as raison. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut rien faire maintenant parce qu'on n'a rien fait avant? Je pense pas. Puis il faut aussi faire la différence dans les conflits, parce que quand ça se passe à l'intérieur d'un État, selon le droit international, on ne peut rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est démontrer qu'il y a des besoins humanitaires et faire de l'ingérence humanitaire. Parce qu'on n'a pas le droit, c'est le principe de non-ingérence. En fait, là, la proéminence de l'État-nation, c'est de dire on ne fera pas d'ingérence dans ton pays, peu importe, c'est à toi à gérer comme tu veux. Ce n'est pas de nos affaires. On pourrait le faire, comme on l'a fait par exemple au Rwanda ou en ex-Yougoslavie, mais c'était pour tenir faire maintenir des cessez-le-feu, amener de l'aide humanitaire, puis on n'avait pas le droit d'utiliser les armes, etc., parce qu'il fallait que ça se règle par les gens qui étaient sur le terrain, comme c'était à l'intérieur d'un État. On a vu l'ex-Yougoslavie, ce que ça a fait, là. Finalement, ça s'est réglé quand on a séparé le pays en 6 pays. Là. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question. En fait, ma question, elle avait plus trait au traitement médiatique de cette guerre. En fait, pas tant à l'intervention des pays, mais c'est plus vraiment au fait que c'est vraiment le sujet d'actualité. En fait, parler du rapport du GIEC qui est passé sous les radars, alors qu'au final, c'est quand même quelque chose qui, peut-être dans 10 ans, on ne sera plus là, quoi. Ouais, mais non, mais tu as raison. Mais tu sais, l'humanité est comme ça. On élit des gouvernements, on aime la démocratie, mais le spectre des gouvernements, c'est quoi, 4, 5 ans? Fait qu'eux, là, ils ont leur objectif, c'est d'être réélus dans 4-5 ans. Donc, la personne qui va prendre des mesures pour l'environnement drastiques aujourd'hui, là, va passer pour un zéro pour vrai, là, parce que il va y avoir des changements drastiques à faire. Dans 100 ans, ça sera un héros, cet homme-là. Maintenant, qui a le goût d'être un zéro aujourd'hui pour être un héros dans 100 ans? En ce moment, la guerre, là, ça flash plus. T'sais. Là, on a des effets concrets. On voit du sang, on voit des morts, on voit des bombes dans un territoire, et c'est couvert, entre autres, par la partie de la population qui est le plus lettrée au monde, donc qui a le plus accès aux médias, à l'information, et puis c'est en Europe, donc le centre de l'univers depuis trop longtemps. Là. Donc, à un moment donné, ça va se rééquilibrer, mais en ce moment, c'est ça. Mais clairement, il y a une question il y a une question à quelque part de racisme, là, nord-sud, tout ça, là, on le voit depuis longtemps. Puis même nous, on fait partie de ça. T'sais. Dans votre enseignement, ce que vous recevez, on reçoit une éducation qui est très, très, très eurocentrique, qui est très occidentale. Quand est-ce qu'on va vous parler de politique africaine, de penseurs asiatiques ou d'économistes sud-américains? Je ne sais pas, tu sais. Mais ça, c'est en train de changer.
mais c'est long à faire parce que le paradigme, il y a un livre qui est sorti dernièrement là, qui s'appelle « L'injustice épistémique » là, qui en parle de ça. Je veux dire, la connaissance, elle est occidentale et masculine depuis qu'il y a des universités il y a plus de 1000 ans. Donc, c'est certain que ça va être long avant de changer ces paradigmes-là. Puis ici, on est quand même mieux placé qu'à d'autres endroits, mais c'est complexe. Puis on n'est pas tout seul. Puis il y a des éléments culturels aussi là-dedans qui changent beaucoup d'aspects à la question. Mais c'est une question très, très pertinente. Là. On pourra en débattre pendant des mois. Mais c'est le temps de dormir puis manger une couple de fois, là, quand même. On va peut-être y aller pour une dernière question ou deux petites dernières questions, oui. Là, puis ensuite on va compléter ça. Ma question, c'était par rapport aux différentes images de Poutine qu'on nous présente dans les médias. J'ai un peu de la misère à concilier ça. D'un côté, il est isolé, puis il est juste entouré de gens qui font juste être d'accord avec ce qu'il dit. Mais en même temps, il est aussi très intelligent, il n'est pas stupide. Là, il a planifié ça depuis longtemps, puis c'était bien pensé. Fait que comment il a pu aussi mal juger la réaction des Ukrainiens? Bien, parce que même s'il est bien intelligent, quand ton intelligentsia rapprochée pense comme toi parce qu'elle se sent obligée, tu ne vois pas nécessairement toutes les possibilités. Et là, ils se sont entendus sur un plan, ils sont allés, puis ils se sont embourbés parce qu'ils ont réalisé que leur plan était mauvais. Et là, ils sont pris là-dedans. Parce que là, à gauche, les sanctions économiques, les autres, ils arrivent tout de suite, là. Et là, il faut que tu te revires de bord. Et là, ils s'enlisent dans un conflit de plus en plus. Puis là, regardez bien, là, parce que dans quelques semaines, là, ça va commencer à dégeler. Puis si ce n'est pas fini, là, ils vont revivre la même affaire que les Allemands ont vécu au printemps 43, avec le dégel du sol. Ça va être des champs de boue partout. Tout va être enlisé. Non, il y a... Tu sais, lui, il planifiait une guerre éclair, comme il avait fait en Géorgie. Sauf que là, c'est un autre type de territoire beaucoup plus grand, beaucoup plus complexe, avec la différence de la Géorgie qui est à côté sur la Russie, puis rien d'autre, ou l'Arménie, là, qui est un petit pays comme lui. Là, l'Ukraine est appuyée sur une Europe, l'OTAN, l'Union européenne, avec qui on fait des affaires, puis avec qui on veut développer, en fait, une mondialisation intéressante. Je ne sais pas si ça répond. Dernière question. Oui, je suis désolée, j'ai manqué le début. Là, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais on sait qu'il y a des groupes d'extrême droite de type néo-nazi en Ukraine. Et puis, Poutine utilise l'argument, en tout cas, on l'a vu, là, Tamara Alterescu a interviewé une dame, entre autres, qui disait qu'il faudrait que les Ukrainiens arrêtent d'être des nazis. Ouais. Puis on sait que la désinformation, c'est la propagande qui circule aussi pour justifier un peu cette invasion en Ukraine. Mais à quel point ça peut heurter les valeurs de Poutine, d'une part, qu'il y ait des néo-nazis en Ukraine, et d'autre part, est-ce qu'il y a vraiment des groupes d'extrême droite qui sont peut-être dangereux en Ukraine? Oui, à toutes ces questions. Dans le sens, oui, il y a des groupes néo-nazis en Ukraine. J'en ai parlé un peu plus tôt. Ça représente à peu près moins de 3% de la population. Là. Donc, c'est à peu près comme ici. Tu sais, je veux dire, c'est à peu près ça que Maxime Bernier va chercher aux élections. Là. Non, mais c'est ça. Tu sais, donc, c'est minime. Mais oui, ça existe. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des groupes néo-nazis en Russie. Tu sais, puis qu'il y en a partout, d'ailleurs, dans le monde. Fait que c'est pas tout seul, puis ça ne devient pas un argument. De toute façon, ça ne deviendrait jamais un argument pour détruire ou faire la guerre à une population. En tout cas, selon moi. Là. Mais oui, ça existe. Mais c'est des cas minimes. Là. Tu sais, on leur a donné beaucoup d'importance parce que ça faisait partie de l'argumentaire de Poutine de dénazifier l'Ukraine. Excusez, j'ai de la misère avec ce mot-là. Bon, mais c'est ce qui complète donc notre période de questions. Merci beaucoup, Pierre, de ta présence. Merci à toi. Un bel exercice. Hein? Merci. Et sur ce, donc, j'espère que vous avez apprécié l'exercice, qu'on a les deux panélistes, donc Éric Arsenault aussi, qui étaient là, ont répondu à vos questions. Merci, Éric. Et merci, Éric. Et donc, sur ce, un très bel après-midi à vous tous. Merci, au revoir.